J'ai revu tous les films de la saga 28 jours, semaines, ans plus tard et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo critique de l'intégralité de la saga. Je vais critiquer les 3 films et oui, j'ai même revu 28 ans plus tard. C'est des avis indépendants sur les films, mais forcément, je parlais de la saga en général. Donc il y a des thématiques, des choses qui vont revenir, je vous conseille de tout regarder. Je vais en parler par ordre de sortie, avec plein de spoilers. Je pars du principe que vous avez vu les films et je vais pas faire un résumé. C'est une critique qu'on fait là et je mettrai les timecodes dans la description et le commentaire épinglé. Si vous voulez par exemple me entendre parler du film qui est sorti cette semaine, vous pouvez directement aller là-bas, aller voir les précédents films et revenir après. J'attends votre avis sur les films dans les commentaires. Je vais aussi faire mon classement à la fin. Pour ceux qui se demandent où regarder les films, vous pouvez ou certains d'entre eux les acheter en VOD, le location. Il y a le Blu-ray qui sort bientôt du premier par exemple. Je crois que le 28 semaines est disponible sur Netflix un peu partout. Le 28 jours c'est un peu plus compliqué, mais avec un VPN ça le fait sur Prime dans plein de pays par exemple. Je vous laisse les trouver avec tous les sponsors que je fais à chaque fois, dont aujourd'hui vous savez comment faire. Bref, on va parler de cette saga que j'affectionne particulièrement. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise vraiment tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez le très bon film Je suis toujours là, vous avez Paddington au Pérou ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous avez déjà des films comme Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou encore Un parfait inconnu. Si vous voulez voir des films comme Better Man, il faut vous connecter à l'application officielle Paramount+, avec votre compte Paramount ou votre compte Canal, ça fonctionne, mais connectez-vous à l'application pour voir ce genre de films. Il y aura aussi des films comme Sonic 3 par exemple. De même pour HBO Max, connectez-vous directement à l'application Max, peu importe avec quel compte, mais vous avez plein de films dessus. Mickey 17, The Brutalist, Queer, Altonites ou Parthénopée. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Suffit de prendre un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie où c'est moins cher et facile d'accès. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent encore aujourd'hui comment faire aisément et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron qui sera pour moins cher aussi. En plus, vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'université, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire, en quelques clics, c'est réglé. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Ça faisait 10 ans que j'avais pas revu les films de la saga, mais je me suis dit voilà, c'est le moment idéal, le nouveau sort, il faut se les remater. Et t'as toujours un petit peu peur parce que des films que t'aimes bien comme celui-ci, les redécouvrir 10 ans après, t'as peur que ton avis ait changé de manière négative, que tu dises ouais, le film est pas terrible ou un truc comme ça. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On va en parler. Bon, il faut savoir, pour ceux qui ont vu le film de cette semaine, vous savez que c'est le même réalisateur, c'est Danny Boyle, du coup, qui a fait 28 ans et 28 jours plus tard. Danny Boyle, surtout connu à l'époque pour Petit meurtre entre amis avec Ewan McGregor, Trainspotting, toujours avec Ewan McGregor, c'est son gros film qu'il a fait cartonner, qu'il a fait exploser à l'époque, et il a aussi fait The Beach juste avant avec DiCaprio, qui est un film que Danny Boyle n'aime pas pour le coup, mais en tout cas qu'il a fait un peu percer aussi on va dire à l'époque. Et c'est Alex Garland qui scénarise, bon c'est leur deuxième collaboration vu qu'ils ont bossé sur The Beach et ensuite ils ont bossé tous les deux sur Sunshine. On parlera peut-être un jour de Sunshine en critique, mais du coup ils ont rebossé sur 28 ans plus tard ensemble parce que justement ce sont les créateurs de l'œuvre originale et il s'est beaucoup inspiré, il le dit lui-même, de plein de films, de Romero par exemple, le roi des films de zombies, mais aussi de jeux vidéo comme Resident Evil. Et ce qui était vraiment particulier par rapport à ce film à l'époque, c'est l'utilisation de la caméra. Il faut savoir que le chef-op est le même du coup que pour 28 ans. Ils sont tous revenus. Pour le coup, c'est Anthony Dodd Mantle. Et la caméra qui a été utilisée, c'était une Canon XL1 digital vidéo. Vous vous dites, bah bon, pourquoi tu nous parles de caméra? On s'en fiche un petit peu. Mais en fait, pas vraiment, parce que c'est l'un des premiers films à faire du coup du cinéma en numérique. Voilà, faut le savoir. Le premier, c'était Vidocq un an avant, en 2001. Et là, on est en 2002. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est pas juste une caméra numérique de cinéma. C'est une caméra
caméra numérique pour les gens à la maison, entre guillemets. Donc c'était vraiment un truc en qualité catastrophique aujourd'hui, hein, c'est du 480p. À l'époque, les films étaient faits en pellicule, donc ils avaient une qualité d'image exceptionnelle, quoi. Aujourd'hui, les Blu-ray 4K de vieux films, ils sont bien parce que la pellicule, c'est une qualité de folie. Mais là, le film de l'époque a été filmé en 480p numérique, donc je sais même pas à quoi va ressembler le 4K du film qui sort bientôt, parce que comment tu fais? Je veux dire, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien, mais c'est utile du coup pour la mise en scène du film. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu une révolution de faire du digital vidéo comme ça, du DV. Du coup, c'était particulier, c'était nouveau, c'était fascinant et ça a vraiment lancé un peu une mode entre guillemets aussi à l'époque. Mais en tout cas, en termes de collaborateurs, il y a aussi John Murphy, hein, le compositeur qui avait beaucoup marqué cette époque, qui a beaucoup marqué les années 2000 avec plein de compositions, que ce soit celle-ci, que ce soit Sunshine. Il n'est pas revenu pour 28 ans, pour le coup, pour une raison assez logique. J'en parlerai par rapport à la critique de 28 ans plus tard. Et c'est aussi le premier grand rôle, disons, de Cillian, mine de rien. C'est avec ce rôle qu'il a commencé à percer de plus en plus, en tout cas d'un point de vue mainstream. Disons, il avait quelques petits rôles avant, mais c'était volontaire de la part de Danny Boyle de choisir des gens qui n'étaient pas hyper connus, comme Naomi Harris, par exemple. C'était bien pour ça, justement, parce qu'il était inconnu et ça donnait ce côté un peu documentaire, fait maison, qui était vraiment appréciable. On va en parler dans la critique. Bon, il faut savoir que c'était un budget de 8 millions, ce qui n'est pas énormissime tout de même, mais c'est pas mal pour un petit film, entre guillemets, et ça a rapporté 82 millions dans le monde au box-office international, hein, vraiment. Donc c'était un énorme succès, c'était l'un des films d'horreur les plus rentables de l'année, ça c'est clair et net, mais même l'un des films tout court les plus rentables de l'année. Ça a ressuscité le genre du zombie, de l'infecté, et il y a plein de choses à l'époque qui ont beaucoup impacté le film. C'est par exemple le 11 septembre, Danny Boyle en parle assez régulièrement parce qu'ils ont filmé le film avant le 11 septembre. Il dit très bien dans ses interviews et autres que si le film devait être filmé après le 11 septembre, ils auraient jamais pu faire le film parce que boucler des endroits de Londres comme ça avec quasiment pas de sécurité et le lien qui est fait entre les personnes qui ont disparu, les vies de ville et des choses comme ça. Bon, il y a plein de choses intéressantes par rapport à ça, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment un produit de son époque et vous allez voir qu'en fait tous les films de la saga sont vraiment des produits de leur époque par rapport aux thématiques qu'ils abordent aussi. Et c'est assez fascinant parce que les premières images du film sont des images ou des flashs d'images de manifestations, de révoltes, de rébellions de manière générale, et on voit vraiment la thématique principale de l'œuvre dès le début. C'est la société violente qui essaie de faire face à l'oppresseur, qui est là encore une fois attaqué par une force supérieure, ici un gouvernement, mais il y a des parallèles qui sont faits toute la saga avec les gouvernements, l'oppresseur, les opprimés, le côté anarchiste, punk, rebelle, dans tous les films, qui est assez fascinant. C'est l'une des grosses lignes directrices de la saga, mais surtout ce qu'on découvre, c'est qu'en fait c'est un singe qui regarde ces images-là. Et ce singe qui regarde ces images, au fait, c'est nous. C'est ça la métaphore, disons. C'est qu'en fait, on est face à un singe qui regarde les médias constamment. Et comme nous, on regarde la violence, on regarde l'oppression. Et comme le singe, ça nous rend violents aussi. C'est ça le but de l'œuvre et c'est ça le but de cette séquence d'introduction. Nous sommes les primates ici qui sont contrôlés dans un labo à cause des médias, à cause de ce qu'on voit tous les jours. Et ça nous rend fous, ça nous rend violents. Et le labo est montré de manière vraiment violente, hein. Bon, il représente forcément la société, mais il y a pas mal de flashs de lumière. Il y a un côté très oppressant à la chose et très déshumanisant avec ces nombreux spécimens en cage. Et même les humains, les activistes sont choqués par cette déshumanisation. Oui, c'est pas des humains, mais c'est quand même nos voisins les plus proches, on va dire, d'un point de vue génétique. C'est les animaux qui nous ressemblent le plus, les plus humains. Du coup, le fait de les déshumaniser, c'est assez horrible. Et c'est ça qui est, d'après moi, assez difficile à comprendre et à accepter pour les activistes qui sont là. C'est qu'en fait, faire du mal à ces animaux-là, c'est enlever leur calme, c'est les rendre encore plus violents et enlever leur humanité. Et c'est justement quand l'humanité est enlevée que les primates deviennent extrêmement violents. Et un truc qui est assez intéressant, mine de rien, c'est que, en fait, les activistes veulent forcément sauver ces singes, parce que voilà, c'est des activistes qui veulent sauver des animaux de manière générale, mais le scientifique qui est là leur dit très bien, attention, si vous le faites, c'est grave, c'est dangereux, ils sont contagieux, ils ont la rage, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc ils ont une vraie raison de ne pas les sauver, parce que le fait de les sauver pourrait littéralement faire énormément de mal, mais vu qu'ils ont leur morale, leur idée, ils sauvent quand même les singes. Du coup, tu peux pas vraiment leur en vouloir, parce que c'est des singes qui sont torturés, et un truc comme ça n'existait pas, ce genre de maladie. Bon, tu sais pas que ça pouvait vraiment nuire à l'humanité entière, et c'est une punition presque divine, d'un côté du scientifique et de l'humain, de jouer avec la nature, de lui enlever son humanité, sa bonté, son calme, et en même temps, même les gens qui veulent faire du bien, ils sont punis aussi. T'as vraiment ce truc où t'as l'impression que la nature,
presque le cosmos et Dieu veulent punir l'être humain pour ce qu'il a fait à la société et ce qu'il a fait au monde. Et ça, j'ai toujours beaucoup aimé dans le film. En plus, il t'explique de manière assez intelligente, je trouve, comment le virus est propagé sans salive, morsure. Tu as cette shaky cam angoissante, des lumières rouges qui clignotent constamment. On te montre la vitesse de la contamination qui se fait en quelques secondes, ce qui est vraiment flippant. Tu as une imagerie vraiment, encore une fois, documentaire, shaky cam, qui cache un peu l'action pour te mettre vraiment mal à l'aise. Et tu as un truc qui revient souvent dans la saga, c'est les plans sur les yeux. Parce qu'au fait, lorsque tu regardes les yeux des infectés, ils ont les yeux rouges. Il n'y a plus rien d'humain derrière. Et les yeux, c'est un peu, voilà, le miroir vers l'âme de manière générale. C'est l'identité de quelqu'un dans le cinéma, dans l'art. Et tu as ce plan sur les yeux et ensuite le silence absolu. Et je trouve que c'est une super scène d'introduction qui te met parfaitement dans l'ambiance, qui te fait comprendre un peu les thématiques dès le début. Et ensuite, on a ce fameux texte qui apparaît 28 jours plus tard. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un plan sur des yeux, encore une fois. Mais cette fois-ci, qu'un seul œil. Et rappelez-vous bien de ça parce que c'est important. Un seul œil qui est caché, c'est celui de notre protagoniste qui est endormi, abandonné. On comprend qu'il a été laissé ici. On ne sait pas pourquoi, mais on voit que le monde a disparu. Alors, je ne vais pas vous le montrer, mais on le voit nu. Et je pense que c'est important de le voir nu parce qu'il fait penser au singe d'avant qui était dans le labo. Et là, lui aussi, en réalité, il est dans une sorte de labo. Il est dans un hôpital, il est avec plein de machines connectées à lui. Peut-être lui aussi, tu as l'impression, est un spécimen de quelque chose. Lui, c'est la société, pour le coup, et non pas de scientifiques fous qui expérimentent sur lui. Mais en tout cas, peut-être la société expérimente sur lui. Du coup, le fait de le voir fragile, nu, maigre, fait penser aux singes et un petit peu aussi aux infectés. On verra ça après. Et je trouve de manière générale la production design du film absolument génial. Le décor d'hôpital, on voit qu'on est passé d'un primate à l'autre, le côté très voyeuriste. À chaque fois, les emplacements de caméra, comme dans le film et la critique que j'ai faite de 28 ans, vous voyez, on dirait que c'est quelqu'un qui examine notre patient. C'est quelqu'un qui le regarde de loin, qui se cache derrière des objets. Et c'est quelque chose que Danny Boyle a beaucoup aimé faire dans ces deux films pour le coup. Et il y a ce côté, oui, qui est le vide absolu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de téléphone. C'est pas pour rien qu'ils sont tous posés comme ça. C'est que les gens ont essayé d'appeler puis ils ont abandonné. Bon, ça c'est un concept que la jeune génération ne comprend même pas, j'imagine. Mais voilà, c'est que les gens étaient paniqués, ils avaient tous essayé d'appeler puis ils ont abandonné, ils ont lâché le téléphone. C'est quelque chose d'assez fort. Et tu as l'impression vraiment d'être dans un documentaire où tu es dedans et tu examines quelqu'un qui se réveille, qui vit sa journée de manière tout à fait normale quand il se rend compte de ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de plans sur les marques Pepsi, 7up, Malteser. C'est important, on en parle dans quelques secondes, mais c'est pas pour rien qu'on montre autant de marques, autant d'objets de la société de consommation. Et l'une des scènes les plus légendaires, je dirais même du cinéma de manière générale, pas que de la saga, c'est ce Londres vide, abandonné, dans un endroit extrêmement touristique. Vous voyez ici, c'est peut-être l'avenue la plus connue de tout le pays, j'ai envie de vous dire. Mais c'est une super séquence qui te fait comprendre parfaitement les enjeux, le fait qu'ils aient créé cette angoisse par rapport à ça, qui te fait comprendre l'apocalypse, ce qui s'est passé. Il y a ce parallèle encore une fois avec les déchets, avec justement le vide absolu, mais il y a quand même des produits de la société de consommation qui sont là alors qu'il n'y a plus personne. Donc à quoi ça sert? C'est la question qu'on se pose, c'est le lever du jour. Pour l'humanité, on voit les vestiges du passé, mais il n'y a plus personne. C'est assez intéressant et on voit aussi de la nourriture qui sera une chose cruciale dans l'œuvre. Et c'est une séquence de folie qu'ils ont tournée pour l'anecdote un dimanche matin de manière générale parce qu'il n'y avait pas possibilité de bloquer tout Londres à l'époque. Il y a plus de 20 ans pour quelques heures. Donc ils ont fait ça le matin quand il n'y avait pas beaucoup de voitures, le dimanche, donc au lever du jour, l'été, pour justement filmer le plus possible. Ils avaient plein de caméras de partout pour prendre le plus d'angles possible. Donc ça a forcément énervé les gens. Ils avaient 40 minutes par semaine en théorie pour tester ces plans. Et par exemple là le bus, ils avaient 20 minutes pour le mettre et l'enlever, tourner la scène et partir. Donc c'est vraiment un peu ghetto, un peu guérilla filmmaking comme ils appellent ça, où ils ont le budget mais ils doivent faire vite parce qu'en fait il y a des gens, et il y a des gens qui étaient énervés pour le coup, des passants et tout, ils en pouvaient plus. Il y a des anecdotes assez rigolotes quand ils disaient qu'il y a des gens qui s'occupaient de faire le ménage dans la rue qui disaient attendez, il faut que je nettoie et tout, mais ils comprenaient pas qu'en fait c'était un film de zombies, l'apocalypse, et c'était volontaire, c'était pas de la poubelle en théorie. Donc c'est hyper intéressant la manière dont ils ont fait ça, et il y a aucun film qui fait ça aujourd'hui. Enfin c'est plus possible de bloquer des rues comme ça, aucun film va l'autoriser, va le faire. Ça arrive très très rarement dans une grande ville en plus comme Londres. C'est une folie, mais en même temps c'est intéressant de faire ça, de réussir à avoir fait ça dans une énorme capitale avec un petit budget en théorie. À l'époque c'était un petit film, une petite saga, c'était pas connu, donc c'était vraiment impressionnant et ça a marqué l'histoire du cinéma.
de manière assez unique et folle, et c'est génial, c'est une séquence de folie. Honnêtement, il y a tout qui marche bien, la séquence est longue, angoissante, chaque plan tu demandes comment ils ont fait. Aujourd'hui ils feront ça dans un studio, voilà, ils vont prendre un studio, un fond vert ou un truc et puis basta. À l'époque ils l'ont vraiment fait, et le thème principal du film est mis en avant d'un point de vue thématique, mais aussi de la musique. Du coup l'ambiance est parfaite, il y a ce côté caméra où on le filme de plein d'angles différents, on dirait qu'on le regarde en mode voyeur d'un certain point de vue, ou comme les infectés qui se cachent. Et en même temps ce qui est fort, bah oui, c'est le côté réalité, c'est le côté documentaire qu'on ressent beaucoup ici. Donc on a un homme qui est seul et il est face au monde du consumérisme. Je veux dire, les zombies ça a toujours été ça, hein. Les critiques des films de zombies ça a été pour critiquer la société, les gens qui achètent comme des zombies sans réfléchir, les gens qui se jettent sur n'importe quel produit, et au final bah, durant l'apocalypse il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a que la nourriture qui compte, tous les produits de la société de consommation sont devenus inutiles. Et ce plan est assez génial par rapport à ça. Lui perdu là, derrière une pub qui sourit, donc il n'y a plus rien qui ait la valeur dans cette société. Et ça a toujours été ça la critique des films de zombies, c'est dire ok, le capitalisme, voilà ce que ça fait nous, ça fait des infectés qui courent sur des produits, on les jette, on n'en a pas réellement besoin. Et ça a toujours été ça le cœur, voilà, des critiques sur les œuvres d'infectés, où ça c'est masse de gens qui ont perdu leur humanité pour acheter. Donc j'ai toujours trouvé cette critique hyper intéressante dans l'œuvre, pas toujours très subtile, mais suffisamment pour t'expliquer de quoi parle l'œuvre aussi. C'est l'une des grosses thématiques qu'on revoit aussi dans le dernier d'ailleurs, et même dans le deuxième un peu moins, mais on en parlera évidemment. Et j'aime beaucoup parce que le film prend son temps pour le coup. Vous voyez, il y a plein de produits partout, hein, des journaux, des canettes, des trucs, des magasins, des restaurants. Il prend son temps, il profite de cette ambiance pour le coup. Il fait vraiment ressentir beaucoup de choses. On est immergé et on comprend et la critique et on est dans l'ambiance de manière apocalyptique avec ce jeune homme qui est complètement perdu. Et la musique qui monte crescendo, évidemment, qui devient presque inaudible. Ce thème principal de l'œuvre est génial et culte. Ils l'ont vraiment bien utilisé à travers les années, je trouve. Il y a les vestiges du passé, encore une fois, les gens perdus, la fin du monde. Il y a une vibe un peu presque clip de musique à certains moments, avec le délire musique du thème principal, le côté punk. Il y a des gros travelling sur le personnage principal aussi, sur des objets d'inconnus. La caméra tourne autour de lui. C'est vraiment un crescendo musical et vraiment, on dirait un clip de musique qui est fait ici, et ça rend très très bien et c'est hyper généreux de manière générale. Il y a des plans de partout, mais la finalité, le dernier plan sur lequel cette séquence se concentre, c'est juste un jeune homme. Voilà, la jeunesse, l'innocence, qui sera l'une des thématiques de cette saga de manière générale. Et c'est là qu'il va rentrer dans une église. Bon, évidemment, le symbolisme, la croix, bon, vous comprenez, hein, mais c'est un endroit où les gens rentrent pour trouver espoir. Donc forcément, quand tu n'as plus d'espoir, tu vas te réfugier dans un lieu saint, un lieu religieux, pour essayer de trouver l'espoir en Dieu, en la croyance. Et c'est ça que le film va beaucoup faire, et la saga aussi, c'est de montrer qu'en fait le monde a été abandonné par Dieu, que les gens n'y croient plus du tout pour le coup. Et c'est là que ça va être intéressant, parce qu'on va avoir une sorte de messe, mais c'est une messe de cadavres. Donc tu sais pas ce qui s'est passé. La théorie, c'est que c'est un suicide collectif. Les gens ont essayé de se donner la mort parce qu'ils ont compris que c'était la fin de la vie. Mais tu vois ici dans cette scène des gens qui réagissent de manière perturbante. Tu sais pas qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils représentent de manière générale. Et cette scène de messe, de communion, elle a tout un autre apport par rapport à ce qu'on voit dans l'œuvre et par rapport à l'Apocalypse. Normalement, c'est un moment littéralement où les gens sont ensemble, ils s'aiment, ils font cette communion avec Dieu. Là, Dieu les a abandonnés. La scène, il y a un peu de lumière qui sort ici de cette mosaïque. Et en même temps, bah oui, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et c'est fort que le premier infecté soit un prêtre, soit un père. Parce que voilà, pourquoi est-ce que père, tu m'as abandonné? C'est une phrase qui revient d'ailleurs dans le dernier film. Et les infectés courent. C'est le premier truc qui surprend et choque. Les infectés courent rapidement, vite. Et c'est ça qui les rend flippants. Et justement, lorsqu'il s'en va, ce personnage de Jim, encore une fois, il s'en va, il abandonne Dieu. Voilà, dernier plan sur la croix. Et Dieu l'a vraiment abandonné. Et il abandonne Dieu aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est une séquence géniale, angoissante. Encore une fois, en mode clip avec plein de cuts, la musique, le feu. Derrière lui, il y a un côté encore une fois très punk à la chose, et le côté amateur fait maison du film est vraiment essentiel, je trouve, à l'œuvre, important, parce que ça t'immerge d'une manière assez unique dans le film. Et cette grosse explosion, presque le money shot, vous savez, que la station essence qui explose et les inconnus qui le sauvent, oui, c'est un côté très rock'n'roll qui est bien mis en avant, je trouve, mais sur le côté plus déprimant de la chose, et c'est formidable. Enfin, moi, c'est une séquence d'introduction, c'est 10 minutes de film qui sont absolument incroyables, t'es à fond dedans. Et justement, l'introduction de ces personnages-là, qui sont vus comme des rebelles, qui ont été dans des manifestations, des choses comme ça, ils sont habillés un peu pareil, tu vois, on dirait qu'ils vont dans une sorte de révolte, et ils sont
sont dans un mini-marché, quoi, un mini-market, un petit truc où il y a plein d'objets de la consommation. Encore une fois, la critique du consumérisme, ces lieux-là ne servent plus à rien aujourd'hui. Il y a un peu de bouffe et tout, mais bon, la bouffe, elle va périmer. Voilà, ça sert plus à rien, c'est juste un endroit où les gens se réfugient un petit peu. Et c'est intéressant parce que c'est les premiers personnages que tu vois dans l'Apocalypse. Ils ont un peu d'humour, ils rigolent, et tu vois que les gens existent encore aujourd'hui avec leur humanité. Le fait de rigoler, d'être inquiet, de stresser, c'est quelque chose d'humain. Du coup, c'est le début d'une relation avec une confiance assez automatique. Tu as l'impression que ce qui est bien dans cette œuvre-là au début, c'est que les humains s'entraident. Tu sais pas s'ils se connaissaient avant, à ce stade. Donc c'est cool parce que les humains voient la menace et ils décident de céder. C'est ça qui est intéressant et tu les introduis de manière humoristique. Et ça, c'est une bonne chose, je trouve, pour mettre à l'aise le personnage principal. Et si on parle de personnage principal, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'en fait, le personnage de Cillian Murphy, Jim, est livreur, en fait. Encore une fois, consumérisme, livrer littéralement des produits d'une personne à une autre. Voilà, c'est la critique principale. Et c'est là qu'ils vont exposer beaucoup de choses par rapport à l'infection, les révoltes, le fait qu'il n'y ait plus vraiment d'armée, qu'il n'y ait plus de radio, qu'il n'y ait plus d'électricité, que Paris et New York soient potentiellement contaminés, qu'il n'y ait plus de gouvernement au Royaume-Uni. D'ailleurs, Jim répond en disant « Mais il y a toujours un gouvernement, qu'est-ce qui se passe ?» Du coup, c'est un nouveau monde qu'ils découvrent. Ils n'ont pas vu de noms infectés en 6 jours. Ils disent donc il y a très peu d'humains, c'est ça qui est intéressant. Et ils disent que tout a chuté si vite. Et ça, c'est fascinant aussi de se dire qu'en fait, la société, vraiment qu'on a bâtie, repose sur quelques problèmes. Et du moment que ces problèmes-là sont vraiment cachés, gérés de manière générale, ça va, ça ira. Mais dès que ces problèmes explosent, bah tout chute comme une sorte de château de cartes assez rapidement. Et ils sont impressionnés par ça parce qu'on vit dans une génération en Europe de l'Ouest qui n'a pas connu l'instabilité. En tout cas, ces gens-là, ils ont quoi, 20 ans? Bon, voilà, au Royaume-Uni, l'instabilité, au pire, c'était Thatcher, quoi, ça va. il y a pire que dans d'autres pays où il y a la guerre, des choses comme ça. Donc en réalité, c'est intéressant de parler de ça. Et j'aime bien parce qu'ils ont quand même pris un endroit qui est donc un endroit d'échange avec bah, voilà, tout le marché qui se faisait ici, et en même temps, bah, ils ont un vrai travail sur l'extérieur, la lumière sur le visage et les objets qui sont cachés parce qu'ils n'ont plus aucune valeur. Tu as ce plan qui est assez génial avec le reflet, on voit le personnage de Naomi Harris qui est là, et tout. Il y a un vrai travail de mise en scène qui est assez fort, que je trouve assez intéressant, et il y a plein de règles qui sont brisées en termes de mise en scène tout le long du film, et c'est cool. Et en plus de ça, ils installent des règles du film, hein. Il faut jamais aller être là dehors la nuit, qu'il faut jamais être seul et des choses comme ça. Et en plus, bah, ils mangent de la merde, parce que voilà, dans la société de consommation, qu'est-ce qui reste? Tous les bons produits, tous les produits intéressants, les fruits, les légumes, bah, ils n'existent plus, voilà, parce qu'ils ont pourri et tout. Donc tout ce que tu veux manger, c'est de la merde, c'est des Maltesers. Voilà, vous l'avez compris, la critique. Et j'aime bien aussi le fait qu'ils marchent sur des rails, parce que les rails, c'est un endroit qui n'est pas fait pour les humains de manière générale, c'est fait pour les machines des humains. Sauf que là, il n'y a plus de machines des humains, il n'y a plus d'électricité. Donc c'est l'humain qui s'approprie d'autres endroits, et c'est intelligent parce que du coup, forcément, il va y avoir moins d'humains ici, parce que c'est pas un endroit où les humains vont d'habitude. Donc c'est malin de se balader dans ce genre d'endroit pour éviter les infecter de manière générale. Donc c'est l'humain qui s'approprie des choses qu'il a construites, mais qui s'est enlevé à lui-même pour d'autres intérêts. Et je trouvais ça assez intéressant toujours. Puis tu as cette petite musique douce chantée en mode choral sur ces endroits qui sont désolés et vides. Et j'aime bien parce qu'au début tu dis ok, ils vont chercher dans une maison pour des ressources, mais après tu te rappelles qu'en fait Cillian, son personnage, vient de se réveiller, donc lui il veut trouver ses parents. Il trouve une note de suicide, et ce qui est assez bien parce que du coup il a le droit à cette catharsis entre guillemets, ou en tout cas il a le droit à cette conclusion. Ses parents sont morts en n'étant pas infectés, mais ils sont morts d'un suicide, donc ils sont morts ensemble, heureux, et il leur dit au revoir. Donc c'est assez beau, et en plus c'est la dernière fois qu'il dort dans une maison que lui connaît et qui est un peu chaleureuse entre guillemets. Et c'est là qu'ils ont leur backstory par rapport au fait que bah, les humains, ils étaient dans des manifestations, qu'ils se faisaient écraser, qu'il fallait grimper des humains, c'était horrible. Bon, il y a une vraie déshumanisation qui a lieu tout le long de l'œuvre, et c'est impossible, ce qu'ils disent, hein, de différencier, en tout cas dans leur backstory, les humains des infectés. Et ça, c'est une grosse thématique de l'œuvre. Comment est-ce que tu fais la différence entre un humain qui a été déshumanisé et un infecté qui te court dessus? Ça a toujours été ça, le cœur. J'ai toujours trouvé ça très très bien. Puis tu as le cadrage sur le côté qui est vraiment efficace, parce qu'il y a pas mal de moments comme ça où les personnages sont rarement au centre, surtout quand ils disent des choses par rapport à leurs émotions, par rapport à qui ils sont. Et tu as ce regard par rapport à la fenêtre. Tu as l'impression, vous voyez ici, il est là, tu dis ok, bah, il regarde la fenêtre. C'est un plan assez bizarre, intéressant, mais c'est au fait juste un plan qui transite vers eux. Donc c'est ça qui est assez fort. Bon, c'est dur de vous montrer qu'avec des images, hein, mais grosso modo, tu dis ok, c'est étrange, ils voient l'extérieur, et ça fait une transition sur eux qui sont là à dormir et ne pas regarder la fenêtre. Bon, c'est pas mal, il y a pas mal de trucs comme ça que j'aime bien. Et en même temps, pendant ce temps, le personnage de Jim profite des derniers souvenirs avec sa famille qui regarde sur un caméscope. Encore une fois, caméscope, c'est intéressant vu qu'il filme sur une caméra DV. Il y a un lien qui est fait par rapport à ça. Et tu dis, ok, c'est un moment de calme, de réconfort. Mais le film a pas mal de jumpscares assez efficaces. Là, tu as le jumpscare
des voisins qui viennent l'attaquer, qui sortent de n'importe où. Et je pense que c'est important que les zombies viennent de n'importe où, qu'ils viennent d'en haut et d'en face. C'est bien parce que ça montre qu'en fait, ils sont plus ou moins intelligents, ils viennent de partout. Et c'est ça qui est fort. Et ce qui est fort aussi dans cette scène-là, c'est que le mec se fait mordre. Et le personnage de Naomie Harris décide de le tuer, mais sans aucune hésitation. C'est hyper déshumanisant. Bon, c'est compréhensible, hein, vu que tu sais que ça dure 20 secondes pour être contaminé et devenir un zombie. Mais elle hésite pas une seule seconde. Elle voit la morsure, le mec il dit non, non, s'il te plaît, et elle le tue sans problème. Du coup, tu dis, ok, là, le personnage de Jim, en fait, il est un peu dans la merde parce qu'il est avec quelqu'un qui est prête à le tuer sans aucune hésitation. Du coup, tu as un peu peur d'elle et c'est déshumanisant pour elle aussi. Donc là, comme un infecté, elle n'a pas hésité. Elle a foncé sur le mec et l'a tué. Et j'ai toujours beaucoup aimé ça dans le film et j'adore. On a plein de plans sur la ville. Là, tu as un plan sur un gratte-ciel plus ou moins ou une sorte d'HLM. Il y a une transition hyper lente, encore une fois, difficile de vous montrer en image, qui va vers le bas, qui montre nos personnages principaux. Donc ça montre en fait que dans ces bâtiments, il n'y a plus personne. C'est fini. Il n'y a plus rien. Donc c'est ça qui est fort. Bon, il parle encore une fois un peu de l'infection, comment il faut faire pour savoir si tu es infecté, comment il faut tuer rapidement les gens. Voilà, elle explique, elle essaie de lui apprendre parce qu'en fait, plus tu es avec des gens auxquels tu fais confiance, plus tu as de chances de survivre en réalité. Et j'adore hein, les deux acteurs. Bon, Cillian Murphy, on le connaît, on le présente plus, mais Naomie Harris, il a une sacrée carrière aussi, mine de rien, et je l'aime beaucoup. Et tu sens le début d'une sorte d'alchimie, c'est ça qui est important. Et on parlait de gratte-ciel qui était vide, et là justement, on voit une sorte d'HLM avec une petite lumière. Une lumière peut-être d'espoir, parce que déjà l'électricité, c'est marquant, ça attire le regard, mais peut-être pas celui des zombies, parce que tu as l'impression que les zombies sont attirés par le son plus qu'autre chose, en tout cas de ce que tu as vu pour l'instant. Et c'est ce petit moment d'existence où tu dis, ok, là il y a de l'espoir, et vu qu'on s'est concentré sur plein de plans, sur des grands bâtiments, avoir un plan comme ça qui montre la cage d'escalier, c'est assez vertigineux, c'est assez fort, et ça montre qu'en fait, bah, faut un sacré cardio pour suivre une sorte d'apocalypse zombie, chose qui est importante, parce qu'ils sont tous préparés. Tu vois, le personnage de Naomie Harris, elle est prête, elle a des médicaments, et ils ont du sucre, voilà, ils essaient de survivre comme ils peuvent, ils essaient de ne pas tomber dans les pommes, et en même temps, bah, les zombies arrivent, c'est ça qui est intéressant, et ils filment les jambes des zombies. Voilà, Danny Boyle, il aime beaucoup ça, filmer la vitesse des zombies de plein de manières différentes, mais filmer les jambes, ça montre en fait qu'ils sont rapides, parce que là, on a vu des zombies, mais on les a pas vus vraiment courir pendant longtemps. Là, on les voit courir pendant longtemps, tu vois qu'ils ont du cardio, tu vois qu'ils courent très très vite, qu'ils peuvent escalader, grimper, et j'aime beaucoup ça, et Selena, du coup, le personnage de Naomi, elle est prête à partir, et Jim gueule, il y a un cri viscéral, parce qu'il a peur d'être abandonné, il dit « Please, please, tu vois, attends-moi, wait for me ». Et c'est angoissant, c'est fort. Et le fait que ce soit aussi viscéral, ça crée un truc qui est vraiment touchant, je trouve, et fort dans cette séquence-là. Et tu dis, ok, ils vont s'attendre peut-être ou pas, mais elle était prête à l'abandonner. Heureusement qu'il y a un personnage qu'on connaît pas pour l'instant ici qui les sauve, qui les aide, bon, celui qui avait allumé l'électricité. Et ça crée un truc de confiance où tu dis, ok, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces gens-là? Est-ce que, voilà, il a l'air sympathique, il est souriant. Brendan Gleeson, bon, super acteur, on ne le présente plus, acteur irlandais. Et voilà, parce que Cillian Murphy aussi irlandais pour le coup, ils se font confiance parce qu'il a une petite fille, il est sympa, il y a un éclairage un peu jaune réconfortant. Est-ce qu'on fait confiance à ce mec-là? C'est une vraie question parce que pour l'instant on a vu que des humains sympas dans le film. En fait, peut-être dans ce film-là, bah, tous les humains sont sympas. Et c'est tellement bien comme séquence, tellement chaleureuse, tellement touchante que t'y crois presque pas. C'est ça qui est fort. Mais en même temps, bah, il a une vraie présence de figure paternelle. Quand Jim voilà, rigole un petit peu, montre qu'il est un peu malade, surtout quand il se coupe en se rasant, bah cette personne-là, le personnage de Gleeson, il vient, il est super sympa, quoi. Tu vois, il essaie de parler avec lui, s'expliquer, il le voit déjà comme une sorte de fils, entre guillemets. Donc c'est un truc où t'hésites un petit peu à lui faire confiance, mais plus le temps passe, plus tu lui fais confiance, un peu comme les personnages, je trouve ça assez bien. T'as une bonne alchimie entre les personnages, bah, les deux personnages principaux, évidemment, ils ont un débat philosophique sur le fait d'aider ou pas de bonnes personnes, est-ce que ce sont des alliés? Et Selena dit un truc intéressant parce qu'elle, elle a clairement été traumatisée, bon ça fait 3 semaines hein, qu'elle vit tout ça, elle est pragmatique aujourd'hui. Elle ne fait confiance à personne, mais elle dit qu'on va s'entraider tant qu'ils ne ralentissent pas. Et c'est ce qui s'est passé dans la cage d'escalier. Voilà, Jim la ralentissait et elle s'est dit ok, bah je l'abandonne et puis basta. Mais Jim n'a pas la même mentalité. Lui, il sort plus optimiste et ça, elle le voit. Elle aimerait bien être comme lui, tu vois, genre renaître dans ce monde, entre guillemets, ou renaître dans ce monde où lui il fait encore confiance aux gens. Et j'adore l'ambiance apocalyptique qui est vraiment réussie parce que, encore une fois, ça fait punition divine. Voilà, il attendait d'avoir de l'eau de pluie, mais il pleut pas. Il pleut pas au Royaume-Uni. Rendez-vous compte, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans la séquence. Il dit, oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc il y a ce truc un peu cosmique de Dieu qui punit les gens. Comment ça fait qu'au Royaume-Uni, il n'a pas plu depuis 10 jours, je crois, ou 16 jours, il dit dans le film, et c'est très fascinant par rapport à ça. Et d'ailleurs, anecdote, je crois qu'aujourd'hui, l'eau de pluie, on peut plus la boire. Je crois que le monde est trop pollué pour qu'on boive l'eau de pluie. Alors qu'à l'époque, ça allait encore, si je dis pas de bêtises. À me corriger sur ça si j'ai dit n'importe quoi. Mais en tout cas, lui, bah, il perd espoir. Il se dit, ok, on a plus d'eau, l'électricité, ça sert à rien, nous, faut qu'on boive de l'eau. Donc, on fait comment? Et là, lui, il a un truc sur un super plan que j'aime beaucoup avec bah, les nuages, mais il n'y a quand même pas de pluie. En même temps, bah, le plan qui est sur la radio ici est comme une sorte de mouvement pour aller
aller au-delà et essayer de contacter quelqu'un. Mais il y a ce truc avec la manivelle, ce truc analogique aussi de l'époque qui est assez drôle. L'objectif, c'est chercher de l'espoir. C'est pour ça qu'au fait, la radio est montrée à l'extérieur, c'est trouver l'espoir de l'extérieur. Et ils trouvent de l'espoir dans une sorte de radio d'onde un peu étrange qui parle de salvation. Donc la salvation, on va dire comme ça, c'est un terme religieux. Encore une fois, c'est pas pour rien, c'est un truc voilà, de la Bible. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'il fasse ce lien entre le fait d'être sauvé, le terme religieux et la possibilité, bah oui, de trouver quelqu'un pour aider. Et j'aime beaucoup la musique qu'il y a par rapport à cette famille qui commence à se comporter vraiment comme une famille pour le coup, avec les enfants presque à l'arrière. Il y a justement les 3 personnages dans le plan ici, les 3 personnages qui survivent. Le film, j'ai toujours trouvé ça très cool parce qu'il y a toujours cet instinct paternel et c'est le père qui les regarde là. Et au fait, c'est un plan qui symbolise que le père doit les protéger. C'est pour ça qu'ils sont tous là ici. C'est pas pour rien. Il faut que ce soit une famille soudée. Et à côté, bah, t'as le parallèle avec les cadavres, les morts, les gens qui ont malheureusement échoué. Et t'as un vrai sentiment de sécurité dans cette famille avec le reflet du monde détruit derrière. Mais t'as l'impression qu'ils sont là en sécurité. Tu vois, ils sont dans ce sorte de cocon métallique qui les protège. Et en même temps, ils peuvent avancer. Et cette sécurité est mise à l'épreuve dans le fameux tunnel. Bon, un tunnel, c'est un super endroit pour faire peur dans les films d'horreur. C'est génial. Il n'y a pas de lumière. C'est un long truc voilà, où t'avances tout droit. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Et il y a ce symbole des rats qui viennent. Les rats, c'est un symbole de la maladie qui arrive. Et la maladie qui arrive ici, c'est les infectés. Encore une fois, il y a ce lien entre la maladie. Bon, c'est une vraie maladie en théorie. C'est la rage qui a été rendue un peu plus puissante par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et donc, les rats symbolisent l'arrivée des infectés. Bon, ça crie énormément. Ces cris viscéraux, encore une fois, qui sont cool. Donc, c'est une séquence que je trouve assez réussie, qui est plutôt belle parce qu'elle met à défi, bon, la voiture métallique, mais aussi la famille. Parce que est-ce qu'au premier danger qu'ils ont ensemble, ils vont s'abandonner? Non, au fait, c'est pas du tout le cas. Et en plus, après, ils ont pas mal de séquences assez jolies. Le supermarché, c'est un vrai moment de bonheur ultime parce que là, tu peux tout acheter, entre guillemets, parce que t'as pas besoin d'acheter. En fait, c'est comme si tu serais riche, tu peux aller dans le supermarché, te faire plaisir, acheter ce que tu veux, tout avoir. C'est un triste rêve, entre guillemets, presque de prolo parce que eux, ils ont plus rien en théorie. Mais là, ils ont l'occasion de tout avoir pendant un moment. Et c'est un beau moment. Ils rigolent par rapport à ça. Il y a plein d'objets qu'ils achètent. Les pommes aux OGM, il fait une petite blague sur ça par rapport aux pommes, entre guillemets, plus bio qui ont pourri depuis longtemps. Donc c'est assez rigolo de voir ça, en effet. Et t'as cette mise en avant par cette musique joyeuse. On dirait des enfants à Noël, tu vois, qui profitent, qui achètent tous les jouets. Bon, dans un monde idéal, tout le monde devrait avoir ce bonheur. Parce qu'en vrai, le supermarché, quand on y pense, c'est une invention de fou. Tu vas quelque part, t'es nourri sans problème. Bon, faut payer, c'est ça justement la critique de l'œuvre. Mais j'aime beaucoup ce moment presque idéalisé où ils disent, en fait, c'est trop bien, on peut tout acheter, on est heureux. Et c'est montré par les enfants aussi qui regardent, qui hésitent. Elle comprend peut-être même pas encore en réalité, mais c'est un moment de joie qui est assez fort, je trouve. Et oui, bah Boyle, il passe d'un rayon à un autre pour montrer tout ce supermarché disponible pour cette famille, et c'est plutôt cool. Et c'est une force, ce concept de supermarché dans ce genre d'œuvre. C'est un rempart de la civilisation occidentale, mine de rien, pendant très longtemps. C'est le supermarché, et c'est assez fort. Même lui, il prend une belle bouteille d'alcool. Tu sais, au début, il hésitait avec Jim qui voulait prendre une bouteille un peu normale, pas chère, parce qu'il avait ce réflexe, putain, faut payer et tout. Lui dit non, là, on n'a pas besoin de payer, on prend ce qu'on veut. C'est cool et je trouve que c'est plutôt réussi. Et j'aime beaucoup l'approche surréaliste qu'ont pas mal de séquences du film, ce qui fait beaucoup penser au dernier film. Du coup, là, c'est une peinture en théorie. Mais on voit la petite voiture ici qui va de droite à gauche et je trouve ça assez fort de montrer cet idéal en même temps via cette peinture. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est la scène de la station essence, parce que avant de rentrer dans la station essence où Jim va tuer un enfant, il est coupé en deux. Tu vois que là, il va avoir une vraie scission dans sa personnalité, dans qui il est réellement, parce que pour l'instant, il a tué personne. Et montrer cette scène-là où il est coupé en deux avant justement qu'il soit coupé en deux psychologiquement, je trouve ça assez fort, assez touchant. C'est une scène dure à regarder parce qu'il y a des bébés morts, il y a le gaz de la station essence, l'odeur et tout. Bon, c'est un autre film ici, c'est un film bien plus horrifique parce que t'avais un moment de douceur pendant quelques temps. Il tue un enfant, littéralement. Jim, c'est la première personne qui tue pour l'instant, c'est un gosse, donc c'est très dur, c'est le symbole de l'innocence, de la jeunesse qu'il tue, et surtout quand tu sais qu'il y a un gosse avec eux aussi, c'est ça qui est fort, qui est touchant. Et il y a une vraie alchimie, je trouve, entre l'enfant, la fille, le père qui refuse de la laisser conduire. Bon, ça c'est un fusil de Chekhov pour la suite, et il l'engueule gentiment. En fait, c'est un père qui a une force tranquille. C'est ça qui est fort, qui est bien dans ce personnage-là et que t'aimes beaucoup de manière générale. Et les relations familiales, je trouve qu'elles sont vraiment importantes. Tu vois, il faut un petit pique-nique, comme si c'était normal, comme si le monde était à son état le plus stable. Mais en fait, non, c'est l'idée d'un pique-nique d'un homme qui vient de perdre ses parents, qui se réveille à l'apocalypse, d'une enfant qui sait pas trop quoi faire sans son père. Elle compte vraiment beaucoup sur lui, sur cette nouvelle famille qu'il est en train de développer. T'as l'impression qu'elle va avoir des frères et sœurs, ce qui est plutôt touchant. Donc voilà, tu découvres une nouvelle famille ensemble, et les enfants à table, entre guillemets, et t'as ces chevaux en liberté. Encore une fois, le symbolisme de la nature libre qui reprend le dessus dans un monde sans humains. En fait, voilà, les animaux sans nous, ils sont heureux.
ils sont bien. Voilà, c'est ça qui est intéressant, ça qui est fort. Et c'est fort aussi par rapport au plan sur les éoliennes juste avant, parce qu'en fait, ça sert à quoi maintenant? Il n'y a plus d'électricité. Ça sert à quoi? Bon, c'est aussi un plan pour montrer qu'en fait, l'électricité pourrait aussi aider le camp militaire dans le film juste après. Mais c'est un symbole. Voilà, t'as la voiture ici, t'as aucune autre voiture, et t'as les éoliennes qui fonctionnent encore. D'ailleurs, ce qui est drôle, parce que dans le 28 ans plus tard, on revoit des éoliennes, mais elles fonctionnent plus. C'est un parallèle assez intéressant entre les deux films. Mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est l'enchaînement de cartes postales qui développent les relations dans des ruines. Et ça, c'est un truc intéressant, parce que les ruines, pour nous, maintenant, dans le vrai monde, c'était la civilisation de quelqu'un à l'époque. Et eux sont dans les ruines, du coup, de l'époque, mais maintenant, ils vivent dans un monde de ruines. Donc, tout est rempli de ruines, en théorie. Aujourd'hui, ils ont ce débat sur le fait qu'ils vont jamais relire un livre, voir un film, l'art qui va mourir, qui va disparaître, ce qui est hyper important, je trouve, dans la saga. Il y a un petit truc entre les deux, tu vois, qu'il y a le début d'une alchimie, d'un truc, et ils parlent de ce débat, est-ce que ça vaut le coup de rester en vie? Et ils disent, ouais, ça vaut le coup, même s'il n'y a plus de livres à lire plus tard, ça vaut quand même le coup, mais elle est clairement traumatisée, Selena, elle dort avec une machette, elle se drogue pour dormir, Jim en rigole, hein, même, hein. La fille d'ailleurs est aussi droguée pour dormir un petit peu, hein. Valium, si je dis pas de bêtises, encore une fois, fusil de Chekhov, surtout par rapport au reste du film, mais c'est pour montrer qu'en fait les gens n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont clairement tous traumatisés, ils vivent littéralement dans l'apocalypse. Comment tu peux dormir dans l'apocalypse? Le père, il a jamais dormi, t'as l'impression, dans l'œuvre, donc c'est assez fort par rapport à ça. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les séquences de rêve qu'on voit dans toute la saga. Chaque film a une séquence de rêve, mine de rien, et le rêve qui est ici, c'est le personnage de Jim qui a peur d'être abandonné. Et ça, c'est un truc qui revient beaucoup dans le nouveau film aussi. C'est le personnage du coup de Spike qui a peur d'être abandonné, et ça a toujours été ça. En fait, c'est des cauchemars de traumatisme, d'abandon surtout, donc c'est un concept que moi j'aime beaucoup, surtout que le père décide de le réveiller, et c'est tout le symbole en fait, parce que Jim va l'appeler papa par réflexe, parce que là il vient de perdre son père et tout, et ça fait plaisir à Frank, à ce personnage de Brendan Gleeson, ça lui fait plaisir d'être un bon père, parce que tu vois qu'il est angoissé par le fait de ne pas être un bon père, la mère n'est plus voilà, dans la famille malheureusement, du coup il a peur de ne pas être un bon père, il a envie de réussir, c'est pour ça qu'on vit une sorte de road trip movie, vraiment touchant, réussi, toujours du point de vue du père majoritairement, sur cette musique de chorale, calme, avant de voir Manchester en feu avec des explosions. Et c'est là que le film prend un tournant assez majeur. Frank est clairement déçu de ce qui vient de se passer. Il y a la 42e blocade et il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il est énervé, il sait pas où aller, il sait pas quoi faire, il a perdu un peu espoir et c'est clairement, je pense, la meilleure scène du film, en tout cas la plus mémorable, parce que dans sa frustration, il va frapper, en tout cas faire peur à un corbeau, symbole voilà, de la mort, un rapace, et ce corbeau va faire tomber une goutte de sang d'un cadavre infecté, et c'est une scène assez forte parce que tu vois que tout le film, il essaie d'être un bon père, il essaie d'aider, il essaie d'être une bonne figure familiale, et en même temps, bah là, il est face à quelque chose qui le tue, il sait qu'il va mourir, il sait qu'il a 20 secondes, du coup il décide d'attaquer sa fille pour la pousser le plus loin possible de lui. C'est un moment hyper émouvant, dramatique. Il s'excuse, il lui dit je suis désolé, je t'aime. Il veut mourir en tant que bon père. Il veut que le dernier souvenir de sa fille par rapport à lui soit un souvenir positif. C'est pour ça que bah, forcément il lui fait peur, hein, mais il a envie qu'elle se rappelle de lui comme une bonne personne et il espère qu'elle sera entre de bonnes mains. Et le vrai drame, c'est que Jim, là, ces 20 secondes qu'il a vu, hein, il les utilise pas à bon escient. Normalement, il aurait dû courir sur lui et le tuer, mais il peut pas tuer son père parce que pour lui aussi, maintenant, c'est une figure paternelle. C'est ça qui est vraiment fort et difficile. Et le drame, encore une fois, le côté tragique, c'est que la fille dit dad, comme si voilà, ça lui rappelle aussi son père, hein, forcément, mais son père n'est plus là, il est parti et son père attaque, mais c'est là que l'armée le tue. Donc forcément, le côté tragique, dramatique de l'armée qui intervient alors qu'il pensait qu'il n'y avait pas du tout d'armée, c'est ça qui est fort en fait. Et j'aime bien ce moment dramatique, touchant, émotion. Évidemment, peut-être le moment émotion, l'un des moments émotion, je dirais, avec le dernier film de la saga. Et il y a un vrai moment de pause où ils acceptent la mort du personnage. Ils prennent leur temps de se dire ok, il est décédé, on prend notre temps, on se recueille comme il faut. Et ils sont eux-mêmes, après ce moment-là, accueillis par le personnage de Christopher Eccleston, un acteur que moi j'ai toujours beaucoup aimé, hein, hyper talentueux, peut-être même un peu sous-coté, mais est-ce que c'est un bon gars? Tu te poses la question parce qu'il est pareil, il est super accueillant. C'est le même dispositif qu'avec le père, Brendan Gleeson avant, Frank. Super sympa, accueillant, il n'y a rien qui cloche, tu vois, tout est normal, ils ont de l'eau chaude, encore une fois, ils sont nus, donc parallèle avec le début du film où il était nu et fragile, là il est nu, eau chaude, première douche depuis des jours, ils sont relaxés, ils rigolent, ils s'embrassent, tu vois, pour la première fois, il y a un vrai moment de pause entre les deux, ils regagnent un peu leur humanité, c'est ça qui est fort, ils passent un moment à expliquer la communauté, comment ça fonctionne, la sécurité forcément, le zombie de compagnie, et ça c'est un truc qui est intéressant parce que toutes ces séquences d'exposition sur la sécurité du coup de leur communauté, c'est pour forcément après dans le film quand Killian sera en dehors de la zone et comment il va rentrer dedans, voilà. Mais il y a un truc intéressant par rapport à tous ces fusils de Chekhov qui sont mis là, et surtout il y a quand même un parallèle intéressant d'un homme noir qui est enchaîné
par des blancs pour être étudié, analysé. C'est pas le seul homme noir de la séquence, mais il y a quand même, je pense, un truc par rapport au racisme qui est mis en avant ici, que ce soit volontaire ou pas. C'est pas énormément développé, mais il y a un côté dans le film vengeance de cet homme qui a été emprisonné, enchaîné, où à la fin il tue forcément tous les personnages qui l'ont enchaîné. Donc il y a un comportement un peu de colon par rapport à ça, qui revient d'ailleurs de manière hyper intelligente, je trouve, dans 28 ans plus tard. On en parlera surtout après, mais j'ai beaucoup aimé cette approche de l'œuvre, du film de manière générale. Et en plus, il y a ces moments de camaraderie. Tu dis, ok, en fait, ils sont tous sympas, c'est cool, c'est une communauté saine, des militaires, mais voilà, les militaires, ils ont cette camaraderie, c'est plutôt bienvenu, quoi. Les gens sont contents, sont heureux. Mais lorsque l'omelette est mauvaise, ils deviennent rapidement méchants entre eux. En fait, tu sens que cette camaraderie, c'était un peu un fantasme, c'était un peu faux, parce qu'ils deviennent rapidement méchants entre eux. Il y a une sorte de scission entre les optimistes, les pessimistes, la nature versus l'ordre versus le chaos. Ça te met un peu la puce à l'oreille, tu te poses des questions, il y a un truc qui cloche, et je trouve ça assez réussi de manière générale dans le film. Et pour Eccleston, son personnage, il trouve ça normal de tuer des gens. Pour lui, il a cette excuse du survivalisme qui revient dans cette séquence, il trouve ça logique, normal. Et justement, c'est montré après avec la séquence de nuit qui est assez angoissante au début, mais devient fun au final, parce que voilà, c'est des zombies, des infectés, mais ils ont l'équipement, ils ont l'armement, ils s'en foutent, barbelés, machine gun, il n'y a aucun problème, et ça te permet de comprendre la force de frappe de une, mais aussi le sadisme un peu de ces gens-là, parce qu'il n'y a aucun moment où c'est censé, entre guillemets, être kiffant de tuer des zombies, c'est un truc que tu fais par instinct de survie, sinon tu meurs, en fait, mais eux kiffent, eux adorent, et c'est déshumanisant, parce qu'en fait, même si c'est des zombies, ils aiment tuer des humains, entre guillemets, parce qu'à la base, c'est des humains qu'ils ont eux-mêmes déshumanisés, et la maladie a déshumanisé, et ça, c'est un lien intéressant qui sera à faire avec le film, du coup, qui est sorti cette semaine, où forcément, bah, j'ai pas envie de spoiler pour l'instant le film, je suis pas dans la partie spoiler du 28 ans, mais voilà, il y a un lien à faire avec la fin du dernier film qui est sorti, qui est plutôt cool, mine de rien. Donc c'est ça qui est assez fort, assez dramatique aussi, et ces démonstrations remplies d'adrénaline fait un lien direct avec la misogynie, pour le coup, l'imagerie phallique qui revient aussi dans 28 ans plus tard, et les menaces de viol qui apparaissent juste à côté de ces statues, on va en parler dans quelques secondes, mais c'est là qu'on voit la vraie critique, encore une fois, du patriarcat. Ils disent que c'est la nature de l'homme et son envie de domination, et le fait de vouloir faire des enfants, et c'est l'excuse, voilà, c'est la nature, il faut faire des enfants, les femmes elles servent à ça, c'est l'excuse du survivalisme. Eccleston, ce personnage, il dit souvent, bah voilà, il nous faut des femmes, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que lui a promis des femmes à son équipage, à ses militaires, en échange de garder le pouvoir. Donc pour garder le pouvoir, il veut accepter les violeurs chez lui. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Il n'y a qu'un seul homme qui s'y oppose, le seul humain, je dirais, parmi ces gens, parce que c'est ça la question que tu te poses. Ok, on est face à des violeurs. C'est quoi la différence entre un violeur comme eux, mais vraiment ouvertement violeurs, qui pensent qu'à ça, qui veulent le faire, qui ont planifié tout leur plan pour violer, et des infectés qui tuent par nature. Donc ça, c'est toujours un débat qui a été intéressant dans toutes les œuvres apocalyptiques, mais là, ils le font vraiment bien, et en fait, on voit que là, ce qui se passe, c'est une secte, c'est une religion qu'ils sont en train de développer. C'est littéralement ça. Et t'as plein de plans comme ça sur le fameux trio qui est là, donc les trois scissions, la femme qui risque le viol, l'homme qui veut s'y opposer, et le violeur, et donc ce symbolisme de la statue. Alors moi je connaissais pas le nom de la statue pour le coup, je me suis renseigné, c'est la statue de Laocoon ou Laocoon, je sais pas comment on dit exactement, et en gros, bon ça je connaissais l'histoire mais je savais pas que c'était la statue, c'est le prêtre qui avait prévenu les Troyens du piège du cheval, tout simplement. Et en fait c'est un symbole de trahison, c'est celui qui est venu, qui a dit attention, le cheval forcément d'Ulysse c'est un piège, attention. Et ça c'est le symbole de la trahison qui est symbolisé ici du coup du personnage d'Eccleston qui va forcément trahir les gens. Et c'est pas pour rien parce que celui qui va dire aux Troyens qui vont être trahis c'est un prêtre. Voilà, encore une fois, symbole religieux, vous le voyez ici dans ce plan, c'est pas pour rien, mais il donne une chance à Jim, mine de rien. Tu vois, il dit rejoins-nous, t'es un homme, t'es comme nous, rejoins-nous. Mais c'est ça qui est déprimant, c'est voir les humains échouer moralement. C'est l'une des pires choses dans une œuvre de manière générale. Et j'aime beaucoup le mixage son aussi de cette séquence-là. Tu vois, les paroles, on dirait des murmures, on dirait un peu des messes basses qui est plutôt fort. Et Killian arrive à s'échapper du coup de ces violeurs militaires en dehors de la zone, donc il est plus en sécurité. Et ce qui est fort, c'est qu'ils vont en avion. Il se dit ok, peut-être je dois continuer de me battre, continuer de vivre. Et en même temps, peut-être il y a des bonnes personnes dans ce monde. Et ça fait un parallèle avec la fin, évidemment, parce que du coup, tu auras deux avions, un ici et un à la fin. Ça lui donne envie d'aller aider les femmes, ça lui donne envie de se motiver et de se dire, voilà, peut-être on peut le faire. Mais ces hommes-là, forcément, déshumanisent les femmes, ils jouent sexuellement avec elles. Pour rappel, c'est une enfant. Donc c'est aussi des pédophiles, disons les choses, et elle doit se sacrifier, sa dignité, elle doit embrasser un homme pour les convaincre de se changer dans des tenues plus sexy afin de sauver la petite, pour droguer la petite, pour qu'elle soit moins impactée physiquement par le viol qu'elle va subir. Du coup, elles ont un peu déjà abandonné, elles disent bah voilà, ça va le faire, faut qu'on se batte, mais
au cas où, voilà, je te donne ça. Donc rendez-vous compte de la gymnastique mentale, à quel point tu dois aller vite pour en arriver là, pour te dire ok, je suis prêt à me sacrifier pour ça. Donc il y a plein de choses que je trouve assez dures par rapport à ça. Il y a un vrai nihilisme à certains moments et un fatalisme dans l'œuvre que je trouve plutôt cool. Et il y a ce plan là qui fait référence au plan avec, vous savez, le gratte-ciel HLM qu'on a vu tout à l'heure. Mais encore une fois, le parallèle il est intéressant parce que le HLM qui était un peu voilà détruit entre guillemets, il n'était pas aussi luxueux. Pourtant ici dans cet endroit un peu plus luxueux, il y a des militaires violeurs. Dans le HLM tout à l'heure ou le gratte-ciel, peu importe, je sais pas si c'est un HLM en vrai, mais on dirait, il y avait un mec sympa avec sa petite fille qui était cool. Tu vois, là c'est l'inverse. Tu vois, il y a ce parallèle entre le beau bâtiment et la mauvaise personnalité et l'inverse de l'autre côté. Et il y a un truc qui est vraiment fort, c'est que Kylian, à partir de ces séquences-là, il fait vraiment penser à un infecté. Dans toutes les séquences, en fait, il est filmé comme un infecté. On le voit à peine, il y a des flashs de lui. On dirait qu'il a les yeux blancs, ce qui n'est pas le cas des infectés qui sont rouges. Mais le montage, comment il se déplace, comment il attaque furtivement les gens, comment il est maigre. C'est vraiment un infecté dans cette séquence-là. Il est déshumanisé aussi, il fait que tuer les gens. Et j'adore cette séquence-là, j'adore la manière dont la pluie prend le dessus sur la scène, la manière dont l'équipe se décompose. Tu vois qu'en fait, ils sont pas amis ces gens-là. Dès qu'il y en a un qui meurt, ils s'en foutent. Tu vois, ils n'ont pas de vraie camaraderie. Du coup, l'équipe se décompose au fur et à mesure. Il y a la panique qui attire d'autres infectés. Ils peuvent plus faire la sécurité du coup de la zone. Et forcément, le personnage de Jim va libérer ce zombie. Voilà, fusil de Chekhov. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que l'infecté voit qu'il a été libéré par forcément l'autre qui lui fait penser peut-être à un infecté. Les infectés, ils s'attaquent pas entre eux. Donc peut-être, tu vois, Jim lui fait penser à un infecté. Presque, il lui dit merci avec les yeux. Et je trouve ça fascinant, voilà, de manière générale. Où il brouille, on va dire, la limite entre l'humain, l'infecté. Et j'ai toujours trouvé ça très très bien. Ça devient presque son ami, t'as l'impression. Bon, forcément, il y a tout le symbolisme sur ces pédos militaires religieux qui voulaient offrir la salvation, qui sont au final, voilà, des pédos militaires. C'est un vrai problème. La fille droguée, d'ailleurs, les déstabilise hein, parce qu'elle a une sorte de phrase, on dirait une prophétie. Et elle dit une sorte de menace presque prophétique, comme dans la mythologie, pour le coup, ce qui est assez intéressant, comme la statue qu'on a vue tout à l'heure. Donc, elle déstabilise complètement les soldats. Le jumpscare est assez génial. Pour le coup, parce que ce mec-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est vu comme un sauveur dans cette scène-là. Oui, c'est un infecté, mais il a un apport positif par rapport à la séquence. Alors que d'habitude, quand t'as des humains et un infecté, tu devrais être du côté des humains. Mais là, t'es du côté de l'infecté, ce qui est vraiment fort, je trouve. Le plan sur la statue revient ici. Et c'est la seule séquence que j'aime pas dans le film. La séquence Looney Tunes. Vous savez, tu vois genre un soldat courir, l'infecté derrière, les autres qui réagissent. C'est le seul moment où je me dis, pourquoi? On n'a pas besoin de cette séquence qui est vraiment jouée à la comédie. Je trouve que c'est un peu ridicule, surtout que t'as le symbolisme de la statue qui est là, qui est assez parfait par rapport à ça. Mais t'as cette scène un peu en mode Looney Tunes qui me déçoit personnellement un petit peu, mais bon, je chipote un peu sur ça, c'est pas pour ça que j'ai pas aimé le film, mais voilà, c'est un moment comique qui est pas le très bienvenu, je trouve, et de même hein, pour Kylian qui tue comme un infecté en sang, il dit rien, il tue, il massacre, et il laisse d'ailleurs beaucoup des humains s'entretuer, les zombies et tout, les lumières se rallument, s'éteignent, il y a pas mal de peintures, encore une fois, bon, tout le symbolisme derrière, on va pas en reparler forcément ici, mais c'est fascinant les liens qu'ils font. Moi, ce que j'y trouve, en tout cas de ce point de vue-là, je sais pas si c'est la bonne analyse à avoir, hein, mais il y a un côté genre vraiment vieux bâtiment, shakespearien presque, orgueil ou préjugé. À certains moments, je crois qu'orgueil et préjugé, c'est ce qu'avait dit Alex Garland dans une interview récemment. D'ailleurs, donc peut-être je dis ça par hasard, pas par hasard, faut vérifier. Mais c'est pour moi montrer la ruine. En fait, il y a des statues, des vieilles peintures, parce que le monde d'avant est en ruine, comme le nouveau monde d'aujourd'hui. Voilà, les statues de la mythologie, tout ça représente ça. Ce monde aussi des peintures n'existe plus en réalité. Donc j'aime beaucoup cette séquence-là, le thème musical crescendo de plus en plus qui résonne, qui est angoissant, qui fait peur, le côté horrifique est complètement assumé. Et j'adore cette séquence où la fille se cache derrière un miroir, un vrai moment de stress parce qu'elle est debout derrière le miroir, elle est droguée, elle peut pas vraiment s'y tenir, mais surtout que l'infecté remarque son reflet dans la glace, il reconnaît son reflet et il s'attaque pas. Tu vois, normalement, peut-être il aurait dû dire c'est un humain, c'est un autre infecté, il s'attaque pas. Tu vois, c'est important parce que ça fait comprendre au spectateur que les infectés ont encore une sorte de conscience, et encore une fois, un miroir, c'est une sorte de porte vers l'âme de quelqu'un aussi, donc il se reconnaît, ou en tout cas il voit quelque chose qui ne le fait pas attaquer ou qui l'inquiète pas, donc il y a une sorte encore d'intellect et de choses qui permet de le contextualiser dans une sorte, oui, de plus qu'enveloppe charnelle, humaine, qui fait qu'attaquer, quoi. Donc c'est ce genre de petits moments qui humanisent, mine de rien, les infectés, alors qu'ils déshumanisent tout le film, les humains, les autres séquences du film. Donc bref, c'est une séquence géniale, l'environnement est super bien utilisé, Jim est hyper violent devant le regard choqué de Selena. D'ailleurs, elle pense hein, qu'il est contaminé. C'est intéressant parce que ils s'embrassent, c'est ça la première réaction. Et quand tu sais qu'en fait la salive, le sang, les morsures peuvent te contaminer, là elle était vraiment
sûr d'elle, c'est un réconfort, ils s'embrassent et c'est intéressant parce qu'en fait c'était un risque entre guillemets. Donc j'ai très hâte de voir l'évolution d'ailleurs de Jim dans le troisième film, j'imagine 28 ans plus tard s'il se fait, parce qu'il a failli perdre son humanité ici. Voilà, c'est ça qui est d'après moi assez fort et j'ai hâte de voir comment il va aller de l'avant 28 ans plus tard, comment il va être une nouvelle personne ou pas. J'aime beaucoup hein, évidemment les séquences de fin avec Eccleston qui se perd d'avoir perdu ses enfants, il le dit, hein, il a perdu ses boys, donc il y a le truc un peu gourou, secte où il a perdu ses fidèles, mais en même temps ses enfants. Du coup c'est le parallèle avec l'enfant là qui va presque se sacrifier avec ce fusil de Chekhov du fait qu'elle peut conduire afin de tuer justement Eccleston qui se fait tuer par un zombie. Et t'as ce truc comme le zombie ici qui est montré comme le seul vainqueur que je trouve assez beau, assez touchant, mine de rien. Et t'es de son côté ici, c'est ça qui est fort et c'est ça qui est, je trouve, plutôt bien trouvé. Bref, en tout cas, t'as le fameux texte 28 jours plus tard qui apparaît dans tous les films. D'ailleurs, t'as le réveil sur les deux yeux cette fois-ci du personnage de Jim dans une forme d'hôpital, t'as l'impression, mais cette fois-ci c'est les deux yeux. Vous avez remarqué, c'est pas qu'un seul œil. Cette fois-ci, même s'il y a ce jeu sur le rêve, il est vraiment éveillé. Il sait qu'il est là, qu'il existe. Il y a voilà, cette petite ellipse, mine de rien. Il y a un plan hélico qui est assez fort, qui fait penser un peu à The Shining, je trouve, mine de rien. Et tu vois qu'ils sont loin, j'imagine, dans les collines, montagnes écossaises. Et en même temps, il y a quand même quelques zombies, mais pas beaucoup. Donc tu vois, même dans la ruralité, entre guillemets, il y a des zombies. Tu vois qu'ils ont une nouvelle vie vers le nord, on imagine. Donc c'est intéressant, surtout que cet avion militaire qui est là. Avion militaire, donc vous savez, le côté militaire, ils n'ont pas vraiment adoré pour l'instant. Ils ont ce signe, ils se disent peut-être qu'ils vont être sauvés. Qui sait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a l'espoir? Elle sourit, elle se dit ok, ça va être bien. Lui, pas du tout. Donc ça qui est intéressant. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux 28 semaines plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Est-ce que tous les acteurs vont revenir 28 ans plus tard? Donc je suis vraiment très très curieux par rapport à ça de manière générale. Parce qu'honnêtement, j'adore hein, 28 jours plus tard. Je pense que c'est un super film. Je pense que c'est un excellent film avec des choses qui sont hyper bien filmées, avec un vrai parti pris de mise en scène, avec plein d'idées, plein de thématiques sérieuses, du bon développement de personnages, des choses humanisantes, déshumanisantes, des moments de beauté, d'émotion, des moments iconiques, cultes. Je trouve que c'est un super film, l'un des meilleurs films de zombies, si c'est pas le meilleur que j'ai vu hein, pour le coup de ma vie. Donc c'est un super moment que je ne peux que conseiller. De toute façon, voilà, rematez-le, vous allez voir, surtout après avoir vu 28 ans plus tard. En fait, ça aide. Moi, je l'ai vu avant, pour le coup, je l'ai pas revu après, mais du coup, j'ai revu 2 fois 28 ans plus tard. Et les parallèles, les symbolismes, et surtout ce qu'on voit dans la mise en scène de Danny Boyle, il résonne beaucoup avec le nouveau film, mine de rien, et c'est fort. Donc, matez ce film, il est vraiment bien. Revoyez-le, parce que franchement, c'est 1h50, ça s'en regarde très très vite. C'est un super moment. Et après, vous pourrez aller, je sais pas, revoir le 28 ans, voir les similarités, les différences et tout. Et on va en parler aussi de 28 ans après. Mais là, on va parler de 28 semaines. En tout cas, super film, j'adore. Encore une fois, c'est l'un des meilleurs films de zombies de tous les temps d'après moi. C'est là qu'on arrive au deuxième film qui n'est pas réalisé par Danny Boyle. Il sort quelques années plus tard, 2007, et Danny Boyle était occupé, tout simplement. Il voulait pas le faire parce qu'il bossait sur un autre film avec Alex Garland qui s'appelle Sunshine. Si vous voulez, encore une fois, on reparlera de Sunshine dans une autre critique. Mais il était présent en tant que réalisateur. C'est un truc assez intéressant, on en parlera dans quelques minutes. Et de même pour Alex Garland, il n'était pas du tout présent non plus parce qu'il écrivait le scénario de Sunshine, il travaillait sur Sunshine de manière générale. Il avait d'autres projets aussi, mais il a quand même corrigé quelques trucs en termes de continuité, voilà, pour pas qu'il y ait de soucis entre 28 jours et 28 semaines. Et du coup, c'est Juan Carlos Fresnadillo qui a été choisi par Danny Boyle, car il a vu son film Intacto, que j'ai pas vu pour le coup, mais c'est ce qui a motivé Danny Boyle, qui est évidemment producteur sur l'œuvre, de lui donner ce projet. Et il voulait avant tout pas faire le même film, il voulait vraiment avoir une nouvelle perspective sur l'œuvre, sur l'univers. C'est pour ça qu'il a été choisi. Il a écrit d'ailleurs le film avec 3 autres co-scénaristes. Et ce qui est intéressant, c'est que les producteurs lui ont dit, pour le coup, écoute, ne fais pas le même film, fais ton propre film, voilà, fais ton projet à toi. Et c'est que c'est un projet qui a coûté 15 millions de budget, donc quand même presque 2 fois plus cher que le premier, mais qui n'a rapporté que, entre guillemets, 72 millions au box-office. Donc le film était clairement rentable, mais en réalité, il a rapporté moins que le premier. Déjà, il a coûté plus cher, moins rapporté, ça donne pas forcément confiance au studio. Mais il a fait son film, c'est déjà ça. Film qui commence avec un plan sur les yeux. C'est littéralement le premier plan du film. Encore une fois, vous savez, hein, les yeux, c'est hyper important dans cette saga. Et on découvre nos personnages dans le noir, mais en mode famille, couple. Ils ont l'air plus ou moins heureux. Mais il y a cette présence quand même obscure parce qu'on ne voit rien. Ils sont dans ces noirs absolus. Pourquoi faire? Du coup, ça nous angoisse un petit peu tout de même. Il y a ces enjeux familiaux qu'on comprend un petit peu déjà. Et l'esthétique est certes plus propre. On n'est plus avec une caméra DV. On n'est plus en mode documentaire. Il y a un grain à l'image, hein.
toujours. Mais voilà, on a un peu fait un level up en termes de matériel pour une raison simple, hein. Le scénario ne demandait plus vraiment d'avoir ce matos fait maison du premier film, mais plutôt quelque chose de plus, on va dire, matériel et industriel à certains moments. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que l'approche n'est pas du tout la même par rapport à ça. Et donc cette famille qui vit dans le noir, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça a l'air de bien se passer. En tout cas, change drastiquement lorsque un enfant va venir perturber cette famille. Et cette famille est perturbée parce que l'enfant vient avec la lumière. Et ça, c'est intéressant parce que ça joue dessus. Tu dis, ok, la famille est dans un endroit sain, mais le fait qu'à l'image, il fasse complètement noir, ça n'aide pas. C'est quelque chose qui, en tant que spectateur, te donne pas forcément confiance, alors que la lumière est censée te rapporter littéralement la liberté, le bonheur, presque. Et du coup, le côté bunker de cette maison vient d'être anéanti par cette énorme source de lumière, ce flash. Voilà, c'est presque, tu as l'impression d'une sorte de bombe atomique qui aveugle tout le monde. Et il se pose la question, est-ce qu'il faut sauver un enfant, encore une fois? Est-ce qu'il faut sauver l'innocence, la jeunesse? Et ils font donc beaucoup de bruit à vouloir sauver cet enfant. Ils le sauvent alors qu'il y avait une sorte de dilemme moral. Ils ne savaient pas si ça valait le coup de sauver cet enfant parce qu'il valait lui faire du bruit et en même temps l'abandonner et être en sécurité. Il y a des débats dans la famille. Donc c'est intéressant. Déjà, il y a un vrai dilemme qui se pose ici sur est-ce que tu dois sauver ta famille, tu dois sauver ton enfant. Et ce qui est intéressant avec l'enfant, c'est qu'il se nourrit comme un infecté parce qu'il il meurt de faim, comme les infectés d'ailleurs dans ce film-là, hein. Il meurt littéralement de faim aussi. Et il y a toujours ces parallèles qui sont dressés entre infectés et encore une fois, personne de manière générale, que ce soit enfant ou adulte. Mais ce qui est vraiment bien et ce qui rend cette séquence culte, c'est que ce jeune enfant perturbe en effet la sécurité du lieu. Voilà, c'était pas un mensonge. Voilà, en effet, les zombies ont été attirés par le bruit et cette séquence est culte car la tension explose avec ce jumpscare. Voilà, un plan sur les yeux pour bien comprendre qu'ils sont infectés. Et ce film-là aura encore plus d'importance par rapport aux yeux de manière générale. Et encore une fois, l'infection instantanée fait super peur. La maison est contaminée, c'est fini, ils doivent s'en aller. La musique grimpe crescendo, mais pendant longtemps. Ça prend vraiment son temps pour grimper. Il y a un côté shaky cam, du coup, qui te permet de recréer le stress de ce lieu. Tu n'es jamais perdu dans cette géographie. Tu as vraiment rapidement appris à connaître cette maison et tu dis, ok, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te bats? Est-ce que tu cours? Que faire? Les infectés entourent la maison, ils rentrent dedans, le huis clos est complètement cassé au final. C'est une véritable angoisse. Et ce qui est intéressant, c'est que le manque de lumière devrait être flippant en théorie. Mais ici, c'est l'inverse. La lumière fait peur parce que la lumière, c'est l'extérieur c'est les zombies. Le thème musical de l'œuvre grimpe de plus en plus en lien presque avec les contaminations. T'as l'impression plus il y a de contaminés, plus la musique l'accompagne. Et c'est ça qui est fort, c'est que cette famille est en train de mourir extrêmement rapidement. Mais le choc arrive lorsque le personnage principal fait le choix d'abandonner sa famille. Et c'est assez fort parce qu'au début, il vient de sauver un jeune innocent, inconnu, et là, il abandonne sa famille. Et c'est complètement inhumain de sa part d'abandonner sa famille. Sa femme le voit partir. Il y a quelque chose qu'elle voit ici qui est pour elle dévastateur. La dernière chose, c'est son mari qui l'abandonne. Et lui aussi, la dernière chose qu'il voit de sa femme, c'est sa femme qui se fait attaquer par des infectés. Donc lui abandonne complètement, c'est dramatique, tu détestes déjà ce personnage, mais d'un côté tu le comprends presque, tu dis ok, au final, est-ce qu'il y avait une meilleure solution? Est-ce qu'il fallait pas sauver l'humanité à ce stade? Est-ce qu'il fallait pas abandonner la famille? C'est pas un pur méchant, tu peux comprendre un petit peu. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que tu peux comprendre un petit peu. Et les plans sur lui qui courent sont assez iconiques, la musique de fond est parfaite, c'est émouvant, c'est inhumain. Tu détestes ce personnage, mais à la fois pas trop. C'est vraiment bien. Il court, il est essoufflé. C'est assez réaliste, t'as l'impression, dans son approche. Il y a de plus en plus d'infectés. La shaky cam est de plus en plus utilisée. On comprend tout. C'est brutal, c'est confus, c'est angoissant. Il y a plein de plans différents d'ailleurs. Encore une fois, c'est super généreux. Et il y a un objectif. Voilà, c'est pas juste courir pour courir. Il y a un bateau. Les infectés ne peuvent pas courir. Il abandonne même la personne qui lui préparait le bateau parce que voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc c'est le seul survivant. Et ça, c'est l'abandon de l'humanité pour sa survie. Mais vraiment, c'est-à-dire que lui va survivre pour de vrai aux infectés parce qu'il va s'en aller. Mais au final, il a fait mourir tout le monde. Donc est-ce qu'en sauvant son corps, il n'a pas perdu son humanité? C'est la question que le film va poser. Et c'est une super séquence que tout le monde adore. Hein. Tout le monde dit que c'est la meilleure scène du film. Et c'est légitime. Et il faut savoir
que c'est aussi la meilleure scène du film parce que c'est Danny Boyle qui l'a réalisé. Et oui, il a entre autres, et il va jamais l'avouer, hein, mais c'est lui qui le dit, non, c'est pas moi, mais il était là, c'est lui qui a réalisé cette séquence, c'est lui qui a fait ce moment-là, et c'est pour ça que la séquence aussi, je pense, est marquante. C'est que ça ressemble pas mal au premier, même si ça se détache un peu d'un point de vue de la caméra et la manière d'aborder la chose, mais surtout, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on aimait dans le premier film, et ça se ressemble parce que c'est Danny Boyle qui l'a fait ici, et oui, c'est aussi pour ça que c'est marquant, je pense, parce que le reste du film ne ressemble pas du tout à ça, mine de rien. Donc je pense qu'il y a une grosse différence par rapport à ça grâce à Danny Boyle, et on voit surtout ce parallèle qui est intéressant avec l'abandon d'une vie presque paisible, alors que c'était littéralement l'enfer sur Terre. C'était un bunker. Là, le beau monde qu'on voit ici, c'est ça le vrai enfer en réalité. La nature ici est bien plus dangereuse que cette maison en réalité qui était grande, il y avait la place pour tout le monde, les gens vivaient heureux. Donc il abandonne une vie paisible, entre guillemets, encore une fois, c'est le symbolisme, hein, pour littéralement être dans la nature, être en extrême danger. Et c'est là que le film est intéressant, c'est qu'en fait il va expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne de manière générale, ou les îles britanniques si vous préférez, sont en quarantaine. Le pays a été complètement détruit, que ce soit par l'armée, les infectés, mais les infectés meurent de faim. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont besoin de se nourrir pour survivre. Il n'y a plus de nourriture. Voilà, les humains ont été anéantis, tout le monde a été complètement massacré sur cette île. Mais comment on fait pour sauver cette île d'un point de vue international? Eh bien, c'est l'OTAN qui intervient et ils essaient de reconstruire une sorte de civilisation au Royaume-Uni parce que voilà, maintenant il n'y a plus d'infectés. Après des mois, on peut peut-être revenir au fur et à mesure. Mais il faut faire attention parce qu'il y en a quand même encore un petit peu. Mais c'est plus la menace existentielle que c'était par exemple dans le premier film. Forcément, on a une approche militaire à l'œuvre avec l'un des personnages principaux, Jeremy Renner, un côté action plus haut budget qui est un choix que moi personnellement j'aime pas énormément dans l'œuvre, mais bon, si l'armée ne peut pas sauver le Royaume-Uni, c'est un peu ça l'idée, qui pourra? C'est le but de l'œuvre. Donc ils ont de la technologie, des hélicos, des avions, des snipers, des armes à feu de manière générale. Ils devraient voilà, rapidement contrôler la situation. On a vu dans le premier film que l'armée pouvait aider s'ils arrivaient à gérer, mais là c'est une énorme quarantaine, ils ont créé une nouvelle presque société. On a l'introduction des enfants, encore une fois via un test des yeux, parce que c'est super important. Il y a un nouveau monde cette fois-ci. Rappelez-vous des plans du premier film où les gens marchaient sur les rails des trains. Non, là les trains fonctionnent. Il y a pas mal de gens aussi, même beaucoup, des centaines en tout cas. On voit à l'image, il y a beaucoup de figurants. Il y a un esprit de huis clos de quarantaine qui est vraiment pas mal à grande échelle, mine de rien. C'est pour ça qu'il y a énormément de plans sur la ville, sur l'équipement, pour qu'on comprenne la zone, qu'on comprenne ce qui se passe. Et c'est ça qui va être assez fort d'après moi. Et c'est ça qui va donner envie aussi de s'interroger sur ce qui se passe dans le film et comment des infectés pourraient anéantir et gâcher tout ça, vu tout l'équipement qu'ils ont. Voilà, je veux dire, regardez, ils ont des énormes hélicos, ils ont des jeeps et tout. Il n'y a aucun problème en théorie pour affronter des gens, c'est ce qu'on se dit en tout cas. Donc c'est ça qui est fort, je trouve, de ce point de vue-là, c'est l'approche militaire, vraiment hyper matérielle, avec énormément d'équipement. Et c'est surtout qu'en fait, Robert Carlyle, qui est un énorme acteur, je trouve, hein, pour le coup, c'est un acteur de cinéma et de série que moi j'aime beaucoup, on découvre que c'est le père des enfants qu'on a vu au tout début. Et c'est presque un twist parce que tu n'as peut-être pas l'impression que c'était un père de famille, vu qu'il a abandonné sa famille précédemment. Et forcément, bah, ça te fait un peu peur parce que tu dis, ok, ce mec-là, tu le détestes un petit peu en réalité parce qu'il a abandonné sa femme. Donc s'il a abandonné sa femme, il pourrait abandonner ses enfants. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue thématique, c'est qu'en fait, ces enfants-là sont testés avant d'entrer dans la quarantaine. Il y a beaucoup d'examens, il y a beaucoup de tests qui sont faits sur eux de manière générale, de plein de points de vue. Donc c'est littéralement, en fait, la peur du virus avec les étrangers qui rentrent dans ta zone. Et ça, c'est un propos que le film a régulièrement, c'est ce propos sur l'immigration dans un nouveau pays, et cette fois-ci dans un gouvernement militaire. Il faut être scanné, testé, contrôlé, avoir un côté administratif énorme pour entrer dans le pays. Donc c'est vraiment une thématique sur l'immigration qui est assez intéressante. Voilà, ce refus, cette crainte des immigrés parce qu'ils pourraient ramener un virus et détruire ta société. Voilà, c'est le but de l'œuvre, c'est d'expliquer qu'en fait, il y a un débat dans le monde actuel sur les étrangers, on leur fait pas confiance, on a peur qu'ils détruisent notre société, alors que c'est des enfants. Voilà, le film est très critique de ces gouvernements qui ne font pas confiance à l'immigration, je pense, de manière générale, et qui sont presque militaires, tout ça par peur des étrangers. Mais c'est pas la seule thématique de l'œuvre, évidemment, parce que cette fois-ci, on a beaucoup de gens, de la foule, il y a un lieu de sécurité, mine de rien, donc l'ambiance n'est pas du tout la même. Et ce qui est intéressant par rapport à ce personnage-là, c'est qu'il est moins manichéen que prévu, parce que même si tu comprends pourquoi il a fait ça, tu le détestes un petit peu, tu vois qu'il est clairement traumatisé par l'échec de ne pas avoir sauvé sa femme, et il explique pourquoi il l'a fait, et tu comprends. En fait, il avait des enfants, et il devait protéger ses enfants. Et ça le rend un peu appréciable, ça fait presque une sorte de rédemption, et il s'en veut vraiment. Le mec est triste, c'est pas comme s'il a abandonné pour s'en débarrasser, le mec
est vraiment triste, et ça qui est intéressant d'après moi. Et ce qui est intéressant d'après moi, c'est qu'en fait, là, il y a deux trucs. C'est que premièrement, la ville est illuminée, voilà, ils ont une nouvelle électricité, c'est un nouveau monde qui est en train de se construire, mais surtout que les militaires ne prennent pas les zombies au sérieux. Rappelez-vous, ils font des blagues en mode, ils jouent à un jeu de rôle de zombies, ils essaient de se bouffer entre eux pour rigoler, voilà, ils font des blagues parce qu'ils prennent pas du tout ça au sérieux de manière générale, c'est pas quelque chose qui est une menace pour eux, voilà, ils sont chill, même ils s'ennuient, tellement que le personnage de Jeremy Renner, il regarde par la fenêtre, c'est son nouveau divertissement, hein, voilà, c'est le côté voyeuriste de Renner, il y a un côté Hitchcock un peu évidemment à la scène, et ça fait un lien avec ce qu'on a vu dans le premier film par rapport à l'art n'existe plus, du coup lui il cherche du divertissement, et pour lui ça c'est un peu la télévision, il voit un peu la vie des gens, il y a un côté presque télé-réalité, bon forcément il va observer plein de gens différents, dont notre famille qui est là, donc pour lui voilà, il y a le côté quarantaine où ils sont enfermés dans des cubes, il y a le côté divertissement, et il y a le côté aussi voyeuriste, Hitchcockien du truc, et il y a un lien qui est fait entre la famille heureuse ici, voilà, le père, les enfants, et en même temps l'espoir avec la scientifique qu'on voit ici, qu'on découvre un petit peu, c'est un personnage voilà, qui aura une importance, celle qui testait les yeux des gens, et on se demande ce qu'elle fait, pourquoi, c'est quoi son objectif, et c'est qu'il y a un truc qui cloche sur le virus, et c'est là qu'il y aura pas mal de twists par rapport à l'œuvre, mais en tout cas, ce qui est bien et ce qui revient dans tous les films 28 ans ou jours ou semaines plus tard, c'est les séquences de rêve. Là, la séquence de rêve, t'as l'impression que c'est toute la famille qui fait ce cauchemar, mais en fait, c'est l'un des enfants, et c'est oui, par rapport à la mère qui est donc décédée, qui revient dans cette séquence de rêve comme en zombie, et chaque film a une séquence de rêve qui va parler de l'abandon, et c'est ça qui est intéressant, et qui va parler aussi de leur traumatisme, et je trouve ça vraiment pertinent, vraiment divertissant de manière générale, et j'aime beaucoup comment ils traitent les rêves dans les 3 films, c'est vraiment utile pour le développement de personnages, ça crée une ambiance assez spéciale, et si on parle d'ambiance spéciale, c'est qu'ils ont reproduit Londres cette fois-ci, mais pas en mode apocalyptique triste, mais en mode jeunesse, espoir. Voilà, c'est des enfants qui courent dans Londres sans avoir peur. Et je trouve ça intéressant le parallèle parce que j'ai l'impression que ces enfants-là ont même pas connu la réalité de l'apocalypse. J'ai l'impression que là, ils savent que c'est fini, ils y vont sans problème, ils se déplacent un peu sans sécurité. Alors oui, ils fuguent en réalité, mais j'aime bien parce qu'ils explorent leur maison qui est remplie de cafards. Il y a le parallèle qui fait que le premier film, évidemment, quand le personnage de Jim visitait la maison de ses parents. Donc la maison dégueu en mode squatter. Tu comprends un peu la thématique. Voilà, c'est des gens qui voient des maisons qui ont été abandonnées, qui essaient de vivre dedans. Ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Il y a les croix sur les murs, encore une fois, le côté religieux qui est évident. Et il y a un énorme twist ici, c'est que la mère est en vie. Et là, on se dit, est-ce que c'est une infectée? Parce qu'elle se comporte un peu comme une infectée. Il est traumatisé. Il n'a pas vu des gens, j'imagine, depuis des jours, voire des semaines. Il y a un vrai traumatisme par rapport à ça. Tu te poses trop de questions. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et c'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, ils vont la retrouver, ils vont la nettoyer. J'aime bien la mise en scène, hein, le côté exploration des jeunes qui se transforme un peu en cauchemar. On retourne au côté un peu militaire. La photographie change complètement de couleur. Là, on n'est plus sur du bleu industriel. Et ils essaient de la tester. Encore une fois, là, tu as des étrangers, des immigrés qui rentrent dans ta zone. Il faut qu'ils soient testés, même si c'est violent, même si c'est traumatisant pour eux. On s'en fout, c'est pour le bien de la société, entre guillemets. Hein. Évidemment, c'est pas du tout vu d'une manière positive hein, de traiter les étrangers comme ça par le film, vu le choix du réalisateur en plus. Mais voilà, Danny Boyle, c'est un énorme woke hein. Aussi, il faut pas l'oublier. Donc ça qui est intéressant, c'est la manière dont il traite ces choses-là, la manière dont c'est brutal lorsqu'on accueille des étrangers, et c'est ça qui est fort et sera nettoyé. Et c'est là que c'est le vrai début du film, parce qu'on retourne sur les yeux des personnages, et les yeux ici sont différents. Il y a un truc qui cloche, et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Elle explique comment elle s'est échappée, mais il y a un problème. Genre, normalement, elle aurait dû être infectée très rapidement. Donc là, le père, forcément, il panique parce que là, on a ce plan qui est génial, le reflet avec les enfants. Il doit s'expliquer à ses enfants, mais il explique la situation. Et les enfants se sentent trahis. C'est évident que les enfants se sentent trahis. Le mec a abandonné leur mère. Mais c'est plus complexe que ça. Il s'explique plutôt bien. Ça le rend un peu plus appréciable. Et au final, tu as envie de l'accepter. Tu dis, ok, tu comprends pourquoi il a fait ça. C'est évidemment pas bien, mais tu peux comprendre son point de vue. Et ça le rend pas 100% détestable. Et en plus, il en souffre. Il a été vraiment traumatisé par ça aussi. Alors oui, on arrive ici au meilleur twist de l'œuvre. Le fait qu'elle soit infectée en effet. Que tu le comprennes, il y a un super plan encore une fois sur l'œil, le reflet du personnage de Robert Carlyle. Bon, c'est tout le symbolisme de l'œuvre, encore une fois. Elle est contagieuse mais immunisée. C'est un nouveau truc que l'œuvre ou l'univers rajoute. Je sais pas si ça va être réutilisé plus tard dans la saga ou la trilogie 28 ans plus tard, parce que je trouve ça intéressant. Mais bon, scénaristiquement, ça peut aussi poser des problèmes en termes de répétition, en termes de facilité. Mais en tout cas, là, il y a un vrai build-up. Vu que toi, tu sais qu'il est contaminé, lui ne le sait pas, et tu sais comment tu peux être contaminé, c'est-à-dire via la salive, c'est hyper intéressant. Donc tu sais qu'il va se faire contaminer aussi, parce que d'un côté, c'est la femme qui accepte ce qui s'est passé, qui le pardonne,
et en même temps qui se venge d'un certain point de vue naturel. Donc c'est assez tragique comme moment parce que tu penses que des retrouvailles assez belles vont bien se finir. En théorie, il y a ce pardon-là, donc ça aurait dû bien se finir, mais vu qu'il est contaminé, bah forcément toute la zone sera contaminée aussi. Donc il y a ce super plan sur les yeux, c'est la première et dernière contamination par la salive de la saga. Il y a une super transformation de Robert Carlyle qui joue encore une fois super bien, et ça change complètement la dynamique du film, de l'œuvre. Il y a un vrai twist d'avoir ces personnages principaux transformés à la moitié du film, parce que tu dis c'est vraiment lui. Tu l'as vu survivre au tout début, et là 40 minutes après, le mec se fait contaminer, et on change de personnages principaux. Donc je trouve qu'en termes de film, c'est vraiment intéressant, c'est assez fort. Ça aurait peut-être été plus fort si le personnage était beaucoup plus appréciable, mais là, le fait d'avoir un truc moins manichéen, qui ait des vrais soucis, et qu'on puisse le détester, bah ça rend le truc encore plus peut-être intense par rapport à ça, et j'aime bien ce choix. En réalité, il y a le côté vengeance évidemment de la femme, c'est important, puis lui qui tue sa femme en la brutalisant, hein. C'est pas juste en la mordant parce qu'il comprend qu'elle peut pas être infectée. Donc il y a presque une sorte de satisfaction à cette condamnation, qu'elle soit symbolique ou réelle par rapport évidemment à l'infection, et c'est cool parce que l'infection se fait sur un flashback. Donc en fait, il y a le regard de la femme, c'est vrai, mais c'est le regard du flashback qui est intéressant parce que littéralement, elle a vu son mari l'abandonner, et la réaction qu'elle a lorsque son mari est contaminé, c'est la réaction du flashback. Et ça, je trouve que c'est une vraie bonne idée, mine de rien, de mise en scène. Ça fait un lien qui est assez évident, qui est cool. Bon, le plan sur lui qu'on a ici en mode caméra posé sur son épaule, t'as l'impression, en mode POV, je trouve que c'est hyper bien trouvé, c'est une super bonne idée. Ça donne ce côté frénétique, zombie, le montage est top parce que tu comprends pas grand chose, mais en même temps, t'as l'impression que c'est comme ça que vivent les zombies. Genre, ils voient des choses, mais ils voient ça en flash, comme s'ils avaient des pertes de conscience, mais ils étaient encore un peu humains, un peu vivants. Je trouve que c'est une super idée de mise en scène. Il y a des vraies choses qui sont racontées par ce petit moment-là qui dure quelques secondes pour le coup, mais tu comprends parfaitement le ressenti d'être un infecté. T'es là, t'es vivant, mais t'es contrôlé par une force plus forte que toi, mais tu comprends un peu ce qui se passe en théorie. C'est ça que le film veut te faire passer comme idée en réalité, et tout ça se fait en un instant pour le coup, c'est ça qui est fort. On voit le manque d'expérience de l'armée, le fait qu'ils prenaient ça à la rigolade, et quand le vrai danger arrive, ils sont pas prêts. Je trouve que le code rouge est pas assez flippant, mine de rien, même avec le zombie qui intervient et les zombies qui interviennent de manière générale. Je trouve que l'ambiance de cette scène est un petit peu ratée. Je trouve que le rouge n'est pas assez bien utilisé. La scène de contamination est bien, hein, pour le coup, dans le style du premier film et tout, mais moins d'impact à cause des personnages qui sont moins, je te trouve, touchants que dans la première œuvre. Mais ce qui est fort, c'est que du coup, les enfants sont séparés, ce qui est une très bonne idée parce que du coup, ils n'ont plus de gardiens, ils n'ont plus de parents. Mère décédée, père décédé. Ici, ils sont séparés, bah, qui peut les sauver, qui peut les aider? C'est la première fois, et je trouve que c'est une chose assez intéressante dans le film parce que ça a toujours été ça, la saga aussi. C'est une histoire de famille. Lorsque les familles sont brisées, ça se passe très très mal, et c'est là que le drame est présent dans ses œuvres, et je trouve ça vraiment fort. Mais c'est là que je trouve que c'est intéressant aussi, c'est de voir brutalement le père massacrer des gens comme si c'était un cauchemar, comme si c'était ce mauvais rêve qu'a faisait l'enfant au tout début. Il y a ces flashs de lumière, chez Kikama mort, t'es totalement perdu. Bon, cette séquence-là est plutôt réussie, elle utilise un peu, on va dire, les méthodes du premier film, je trouve. La confusion est peut-être un peu too much pour moi, tellement que tu perds un peu ta géographie. C'est normal parce que t'es censé être dans la foule et être perdu, mais il y a un côté où je trouve que t'es moins investi parce que tu comprends moins ce qui se passe. Je comprends que c'est le but, mais t'as moins d'enjeux, surtout que tu sais pas où sont les enfants, tu sais pas dans quelle direction ils vont aller. Bon, il y a un truc comme ça que je trouve moins fort, mais ça m'a quand même fait penser au 11 septembre, pour le coup, parce qu'ils en ont parlé en interview il y a quelques années, et même à l'époque d'ailleurs. Mais en fait, c'est un peu le ressenti qu'ils voulaient avoir avec ce film. Ils se sont beaucoup inspirés de ce qui s'est passé aux États-Unis parce qu'ils se sont dit, on veut avoir cette impression de avion qui va dans la tour, comment réagiraient les humains, c'est le bordel, la foule court dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe, on comprend rien. Je peux comprendre, et c'est en lien avec le 11 septembre parce qu'en fait le film raconte l'interventionnisme américain de manière générale. Je veux dire, ils hésitent à tirer sur des citoyens, voilà, normalement, mais lorsqu'ils voient qu'il y a plein d'infectés, ils n'arrivent pas à différencier les infectés des citoyens normaux. Donc encore une fois, voilà, c'est ce qui est raconté sur le film. Comment tu te différencies? Voilà, c'était le sujet des États-Unis à l'époque, les terroristes des civils. Bah, tu différencies pas en fait, tu tires, t'envoies tes drones, tes missiles, on s'en fout. C'est ce qu'ont fait les États-Unis au Moyen-Orient, c'était les cow-boys du monde entier, et c'est ça que le film critique, l'interventionnisme américain, le fait qu'ils étaient prêts à tuer des civils pour la bonne cause en réalité. Donc c'est exactement ça qui est bien, c'est qu'en fait c'est un film qui est clairement dans l'air du temps, qui a toujours critiqué dans cette œuvre-là les États-Unis, et les États-Unis, mais tous les pays qui ont été interventionnistes, soyons honnêtes, mais là bon, on est dans un climat post-11 septembre encore dans le monde du cinéma, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais c'est là qu'on switch de personnage principal avec Jeremy Renner
d'ailleurs qu'il le devient, parce que lui, il refuse de tirer sur des enfants. Par exemple, il refuse même de tuer des militaires, alors sauf pour les épargner lorsqu'ils ont été mordus, mais ça lui donne un côté très compassion qui est intéressant, mine de rien, qui comprend ce qui se passe, et c'est ça qui revient beaucoup aussi en termes de thématique, c'est le danger de fin du monde. Vous savez, lorsque les États-Unis ont été attaqués, c'était pour eux la fin du monde, voilà, c'était la fin et une attaque sur leur liberté, leur démocratie, et c'est pour ça qu'ils voulaient se venger. On a cette thématique qui revient, du coup, des militaires qui ont été attaqués de nouveau, ou attaqués tout court de manière générale, parce qu'ils prenaient pas ça au sérieux avant, qui maintenant doivent faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Les militaires vont se venger en faisant pas attention aux civils. Il y a un côté manifestation qui est réprimé par la violence et c'est assez brutal et horrible de voir ça. Du point de vue de cette police, de cette armée, en fait, les manifestants sont comme des infectés, comme des zombies. Encore une fois, on l'a vu dans le premier film, il y a des images de révolte, de rébellion, de manif. Donc pour des, je sais pas, des flics de manière générale, des CRS, oui, les manifestants, c'est un peu des zombies, c'est un peu des infectés. Donc je trouve que ce parallèle est hyper intéressant et c'est un film qui est super politique grâce à ça aussi. Et je trouve que toutes les intrigues se réunissent plutôt bien pour parler de leur trauma, mais tu t'en fiches un peu des personnages. Et ça, mon gros souci avec le film, c'est qu'en vrai, j'aime bien les thématiques, j'aime bien les idées, j'aime bien le fait que le film soit sorti en 2007 et qu'il parle et critique l'interventionnisme à l'époque des États-Unis. Je trouve que l'acting est ok, mais il y a personne qui dégage un truc, sauf Robert Carlyle, mais voilà, maintenant c'est un infecté. Et je trouve que le fait que tu sois moins attaché au personnage, qu'il y a ce switch de personnages principaux, genre la scientifique, on s'en branle totalement. Je veux dire, je sais rien sur elle. Jeremy Renner, il y a un truc où c'est juste un militaire qui a vu le bon côté des choses au final. Les enfants n'ont pas de personnalité, ils sont hyper passifs dans le film, les enfants, malheureusement. Et ça devient un film d'action, d'infiltration avec cette nuit américaine. Hein, ils appellent ça Day for Night. Donc ils filment de jour, la nuit. Ça se ressent parce qu'on voit les ombres et tout. Bon, c'est pas un problème. Hein, je trouve que c'est plutôt ok. C'est pas extrêmement raté. Mais c'est moi, voilà, d'un point de vue thématique, presque philosophique par rapport à ce que raconte le film, j'aime bien. Mais d'un point de vue des personnages, de l'ambiance, je trouve que c'est beaucoup moins marquant, surtout à partir de là où ça devient vraiment ce film d'action, d'infiltration militaire. J'aime bien le côté caméra épaule, voilà, on le voit le Day for Night ici d'ailleurs, hein, mais le côté caméra épaule est intéressant parce que tu as l'impression d'être parmi eux. Il y a un compte à rebours par rapport au fait qu'ils veulent complètement, vous savez, bombarder la ville, hein, ça qui va être intéressant parce que maintenant le danger c'est pas les infectés, c'est les autres militaires. Et je suis moins passionné par ce délire-là, je suis vraiment moins passionné par le film de guerre que ça devient parce qu'on parle plus vraiment d'infectés et c'est ok en réalité parce qu'en vrai les infectés sont juste une métaphore pour des civils, des terroristes ici, d'après le gouvernement, et c'est la critique de l'œuvre, l'interventionnisme américain, donc je comprends. Mais en termes de film, de mise en scène, d'ambiance, je trouve que c'est moins impactant, moins marquant, et c'est pas mauvais, c'est juste classique. Il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent, il y a des trucs intéressants de temps en temps, et avec des flashs que les enfants voient de leur père, du coup t'as l'impression que l'infecté est à côté d'eux, les suit, et t'as cette présence qui est cool, parce que t'as l'impression qu'il est toujours derrière eux, sans jamais les attaquer, avant d'attendre le moment idéal, mais du coup c'est des flashs presque cauchemardesques comme ils ont fait les cauchemars au début. Ça j'aime bien, c'est un côté plutôt cool. Proie, chasseur qui est plutôt bien trouvé. Alors oui, on peut critiquer les effets spéciaux et tout. Moi je m'en fous un petit peu du moment que le film est bien. Oui, les VFX sont pas terribles, d'accord, c'est un film à 15 millions, c'est pas un film à 80 millions ou 60 millions comme le nouveau film. Oui, on voit tout cramer, c'est l'ancien monde qui crame, c'est littéralement encore une fois la critique des Américains qui envoient des bombes sur des pays et ils crament tout, ils s'en fichent de s'il y a des infectés, des civils. Bon, je trouve ça intéressant et c'est aussi la fin du monde ancien. Donc c'est de nouveau la fin du monde ancien. Ça qui est fort encore une fois, c'est qu'ils sont en train de refaire les mêmes erreurs que dans le passé en réalité. Allégorie encore une fois de l'Amérique ou de n'importe quel pays qui détruit sans raison. Bon, le symbolisme des statues, on le voit assez régulièrement. Hein. C'est un militaire qu'on voit ici qui est montré, qui encore une fois cette fois-ci montre le passé glorieux d'un pays, alors qu'en fait en réalité c'est des crimes de guerre, hein. Soyons honnêtes, beaucoup de militaires ils sont considérés comme glorieux aujourd'hui, mais ce qu'ils ont fait c'est des énormes crimes de guerre, des énormes atrocités face à des populations qui n'avaient rien demandé. Et ce qui est intéressant aussi c'est que le monument a résisté. Oui, on a explosé la ville, mais ce monument a clairement existé et ça c'est assez fort je trouve en termes de symbolisme. Et il y a pas mal de transitions sympas, hein, comme le général interprété par Idris Elba. Déjà vous avez vu, hein, je vous ai pas parlé d'Idris Elba pendant 30 minutes de critique parce qu'en fait on le voit à peine, il dit rien, il est pas du tout important dans l'œuvre, il est complètement gâché en tant qu'acteur je trouve, mais bon la transition est pas mal avec justement les infectés qui le submergent, il sait pas quoi faire, il sait pas comment réagir, il est un peu perdu par rapport à ça, mais je trouve vraiment le film long à partir de là, assez inintéressant, même si je comprends l'objectif, je comprends la symbolique, encore une fois, regardez, ça c'est des personnages qui vont vers une institution religieuse, hein, c'est la cathédrale Saint-Paul à Londres, le symbolisme de la religion, on comprend, ils surutilisent je trouve le thème principal musical, vous savez dans ma critique de 28 ans plus tard, j'avais dit qu'en fait c'est dommage qu'ils aient jamais utilisé le thème principal du film. Là, il utilise 4 fois dans le film. Et je trouve que c'est too much. Ça donne l'impression de tourner en rond d'un point de vue, on va dire, d'intrigue dans le film. Et en même temps, géographiquement, t'as l'impression qu'il tourne en rond aussi. Et ça m'énerve un petit peu. Il y a un délire un peu road trip, cette fois-ci à pied, hein, pour le coup, là où dans le premier c'était en voiture, qui est vraiment raté.
je trouve. Alors oui, il y a des trucs que j'aime bien, les plans sur voilà, le symbolisme sur la grille, des choses comme ça, sur le grand boulevard. Derrière, il y a des trucs bien par rapport à ça, je dis pas. J'aime bien le fait de voir des objets pour enfants comme les carrousels. J'aime bien le débat qu'ils ont sur le fait d'être immunisé ou pas. Du coup, il y a un doute sur l'enfant, est-ce qu'il est immunisé? Est-ce que s'il se fait mordre, il peut survivre? J'aime bien le climax en théorie visuellement avec les zombies qui arrivent dans le champ, qui fait aussi penser du coup aux 28 ans plus tard, il y a peu de visibilité, ils vont vite, c'est assez flippant et c'est un nouveau film. Là, t'as l'extérieur, tout a changé, j'aime bien cette idée-là. Maintenant, j'avoue que tout le délire avec l'hélicoptère, entre effets spéciaux, enjeux, le côté trop action, je veux dire, c'est pas une saga full action. Là, on est dans un délire vraiment militaire, action, énorme effets spéciaux en théorie et l'enjeu, on s'en fiche un petit peu, je m'en fiche du pilote, je m'en fiche de ce mec-là. Du coup, pour moi, c'est moins intriguant, c'est moins intéressant et puis forcément, cette séquence-là, pour moi, elle fait nanar, hein, je suis désolé, elle me fait plus rire que être stylée ou impressionnante. Désolé, hein, c'est comme ça. Moi, j'aime pas du tout cette séquence, mine de rien. Pourtant, l'idée avec, vous savez, la petite colline, l'herbe et tout était cool. Mais c'est parti en mode full action. Je trouve ça beaucoup moins efficace, beaucoup moins fort. Et oui, il n'y a pas beaucoup de tension. Et il tourne littéralement en rond. Il a shaky cam. Pour le coup, là, on fait des caisses. Sauf qu'il est mal utilisé de manière générale à certaines séquences du film. La deuxième moitié du film est clairement moins bien. Alors, j'aime bien l'idée de la voiture qui est là pour les protéger de ce gaz. Du coup, il y a un truc encore un peu huis clos et cette boîte d'acier qui les protège. Mais combien de temps? C'est aussi l'idée du gaz, hein. Regardez, c'est un gaz blanc. On peut penser au phosphore blanc des Américains, le genre de choses où ils tuent des civils sans réfléchir. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est dramatique. Encore une fois, j'aime bien parce que les parallèles sont cool, mais je trouve l'exécution pas toujours intéressante. Je veux dire, il n'y a qu'un seul personnage qui est actif dans cette scène ou dans ce film depuis une demi-heure. C'est le personnage de Jeremy Renner. Les enfants font rien, la scientifique font rien. Je sais même pas comment elle s'appelle, la scientifique, tellement elle est pas impactante. Et je trouve ça dommage. Ils sont trop passifs de manière générale. Et même si oui, le personnage de Jeremy Renner, tu l'aimes bien, il sacrifie de manière, je trouve, assez touchante, mais sous le regard des gens dont tu t'en fiches un petit peu. C'est ça qui m'angoisse. Le sacrifice est stylé, hein, parce qu'on le voit pour une fois ici sauver les gens qui peuvent partir, et on le voit brûler littéralement, ce qui est sympa parce que voilà, il se fait pas tuer par un infecté, il se fait pas tuer par un autre gars qui est un barbare, même si on peut du coup dresser ce parallèle entre militaire et barbare, il se fait tuer par sa propre armée. Et il y a un truc aussi sur l'immolation. L'immolation dans les corps d'état armé, c'est un moyen de contester, de prouver quelque chose. Quand tu t'immoles devant quelqu'un ou tu brûles, c'est vraiment pour dire ok, j'étais pas avec vous, j'étais contre vous et pour une bonne cause en réalité. Et je trouve que le sacrifice est peu touchant à cause de ça. Les personnages sont pas développés. Ça me frustre un petit peu parce que là ils sont en mode hélico, ils doivent éviter les balles et tout. On est dans un film complètement différent et le climax est bien par contre. Donc c'est ça que c'est vraiment inégal. C'est-à-dire que tu fasses une scène d'action comme ça, hélico qui tire dessus et tout, à une scène nocturne qui est hyper bien filmée, qui est une super idée de filmer comme ça en caméra nocturne. Alors oui, là c'est un fusil, mais ça aurait pu être une vraie caméra que les personnages auraient pu avoir. On dirait désinfecté avec les yeux. Regardez comment les yeux brillent. Je trouve que c'est une super idée. Il y a une vraie angoisse par rapport au fait qu'on ne doit pas faire de bruit. Il faut éviter les cadavres. On ne sait pas s'ils peuvent être désinfectés ces cadavres ou pas. Au final, t'es perdu et c'est bien. Et je trouve ça vraiment stylé. Et tu sais que le père est pas loin parce que c'est toute l'idée de l'œuvre. C'est que le père les chasse depuis 45 minutes et il tue la scientifique sans que tu ressentes quoi que ce soit, hein, tu t'en fous totalement de la scientifique. Il attrape l'enfant, il arrive à le mordre. Bon, là, tu comprends du coup qu'il est immunisé, que c'est un truc génétique qui se transmet du coup de mère à enfant, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a encore une âme. Il voit son autre fille, et même si il va foncer dessus pour l'attaquer, dans son regard, à un moment, tu comprends qu'il a compris qui elle est. Et je trouve ça assez fort que la manière dont ils humanisent les infectés dans ses œuvres, de manière générale. Il a encore une âme, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est fort. Il y a un vrai combat sur les yeux, le parallèle entre leurs deux yeux rouges de rage, et encore une fois cette rage de père de famille qui est intéressante parce qu'il a échoué, et c'est comme ça peut-être qu'il y a une sorte de catharsis, hein, d'un certain point de vue symbolique. Elle le regarde les yeux bleus, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une actrice qui a les yeux bleus comme ça donne un truc un peu vraiment éclairé, nouveau, presque espoir de manière générale, mais on n'est pas assez investi quoi. Je trouve que la mort, tu ressens pas grand chose de manière générale. Quand le père meurt, on aurait dû être plus investi dans cette famille de manière générale, on aurait dû être plus dedans, plus d'émotions. On ressent pas grand chose et c'est ma grosse déception, hein, par rapport à l'œuvre, je trouve. Alors oui, j'aime bien comment ils arrivent dans le stade et il y a encore du coup ce pilote qui les fixe, voilà, dans les yeux parce que c'est les yeux qui montrent la contamination, mais c'est traître en réalité parce qu'ils sont contaminés. Enfin, le petit est contaminé de manière générale, mais on le voit pas via ses yeux parce qu'il est immunisé, même s'il reste contagieux. Donc c'est ça qui va être d'après moi assez intéressant. Et tu te poses la question, est-ce que ça va revenir dans la saga? Est-ce que ça va être réutilisé
par la suite, on sait pas. Et on voit de nouveau Londres en feu, complètement détruite, c'est assez horrible, hein. C'est encore une fois des répétitions d'endroits qui se font anéantir et tout. Pourquoi est-ce que c'était le bon choix à faire? T'as le thème musical qui revient encore une fois, c'est assez pénible, et on apprend du coup qu'ils quittent le Royaume-Uni, on imagine qu'ils vont vers la France, hein, vu les falaises qu'on voit là, et surtout, en fait, ce qui est cool, c'est que ça finit toujours de la même manière, les films, comme ça, 28 jours plus tard, les 3 films finissent comme ça, et on voit ici Paris envahi, qui n'a jamais été utilisé, hein, pour le coup. Bon, voilà, ça a été expliqué dans le nouveau film, ils disent que la contamination a été arrêtée en Europe, et c'est que le Royaume-Uni qui est sous quarantaine, mais je pense qu'ils voulaient prévoir des suites, ils voulaient prévoir des spin-offs, ils voulaient vraiment créer un univers, hein, c'était ça l'idée, enfin je pense, j'ai aussi lu, hein, par rapport à ça, ils voulaient créer quelque chose par rapport à ça, mais ça aurait été cool en réalité de prendre différents réalisateurs de différents pays, faire des 28 jours, 28 semaines, 28 mois plus tard, je sais pas, Paris, New York, ça aurait pu être cool en réalité, mais ça n'a jamais été fait pour plein de raisons, hein, différentes, les gens étaient plus motivés, le financement et tout, c'était un peu galère. Pour conclure, 28 semaines plus tard, c'est un film que j'aime bien. Alors c'est inégal en termes de mise en scène, en termes de personnages, je trouve qu'ils sont pas du tout attachants, il y a plein de soucis par rapport à ça, je trouve que le thème musical est trop utilisé pour le coup, mais en vrai, l'idée de prendre des infectés, d'en faire un message aussi politique sur l'interventionnisme, sur l'immigration, c'est vraiment bien, je trouve que c'est une super idée, je trouve qu'il y a des idées, mine de rien, dans le film, d'un point de vue politique, d'un point de vue de message, de thématique, de personnages un petit peu aussi, mais pas tout le temps, c'est ça qui me déçoit, c'est que c'est tellement inégal en termes de mise en scène, en termes de scénario, en fait, parfois, j'ai l'impression qu'il était trop concentré pour faire ce message politique, le réussir, que réussir les passages militaires, que réussir les passages horrifiques, et j'aime bien le film, je trouve que c'est un vrai bon film en réalité, qui a de vraies bonnes idées et qui se regarde très très bien, mais il est un peu moins marquant, moins mémorable que le premier ou même le troisième, et oui, voilà, c'est moins bien, mais ça reste cool. Il vaut quand même le coup d'être vu, je pense, pour les fans de ce genre de film, pour les fans de la franchise. J'arrive pas à le détester, et limite, quand j'ai écrit ma critique, je me suis dit, en fait, il est pas si mal que ça. J'ai plus aimé parler du film presque, le regarder, parce que décortiquer ce que le film raconte est intéressant. Mais c'est que le voir, c'est pas la meilleure expérience du monde, c'est juste quand il pense après que ça devient meilleur, je trouve. Donc voilà, j'aime bien ce film, je vais le défendre, mais c'est pas non plus un film absolument incroyable, mais il reste bien d'après moi. Maintenant, pour parler de 28 ans plus tard, donc je suis allé revoir le film et j'avoue que mon avis a pas mal changé. Mon avis a changé de manière encore plus positive, j'avais bien aimé le film, vraiment même beaucoup, mais en le revoyant, j'avoue que maintenant j'adore, j'ai lu aussi pas mal de critiques, j'ai regardé les avis des gens, j'ai lu vos commentaires pour voir si j'étais d'accord avec certaines personnes ou pas, parfois oui, parfois non, et je vais rajouter certaines choses par rapport à ce que j'ai dit dans ma critique. Vous pouvez aller voir ma critique, hein, qui est sortie, j'en parle en détail du film pendant 40 minutes, là je vais juste ajouter quelques éléments que j'avais pas forcément compris, ou j'avais pas forcément vu, et j'ai envie d'en parler un petit peu et même répondre un peu forcément à vos commentaires. Mais j'avoue que la première fois, moi ce qui m'a un peu étonné, c'est le film, c'est l'approche du film, c'est la différence avec les précédents films, c'est ça qui m'a perturbé, disons les choses, et je pense que lorsque tu es dans un travail d'analyse et tu vas voir le film qui est une expérience sensorielle avec beaucoup d'images différentes, de techniques de mise en scène différentes, tu es un peu submergé par ça, mais en le revoyant, tu peux te concentrer sur d'autres choses, sur des choses peut-être plus profondes, parce que tu sais déjà de quoi parle le film et tu es plus à fond dedans, j'ai envie de dire. Donc je trouve ça bien et j'ai vraiment beaucoup plus aimé le film en le revoyant, déjà que j'aimais bien avant. Donc pour le coup, j'ai envie de parler de ça parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées vraiment cool, vraiment marquantes, vraiment intéressantes. Il faut parler du coup de Jimmy, donc qui arrive à la fin, et c'est que la présence de Jimmy se fait voir tout le long du film, hein. Voilà, Behold, he's coming with the clouds, il y a un tag Jimmy, donc un tag, voilà, du vandalisme, c'est un truc un peu punk, britannique, de manière générale. Ici, sur le corps du coup de ce fameux Prométhée, il y avait marqué Jimmy aussi, donc c'est sûrement lui qui a torturé et laissé cette personne ici pour qu'elle meure. Donc on voit un Jimmy vraiment sadique, et c'est ça qui est bien. J'ai trouvé une photo ici du coup de tournage, c'est pas une photo officielle du film, mais une photo de behind the scenes, de coulisses, et j'aime bien parce que l'acteur est génial. Jack O'Connor, c'est un super acteur, mine de rien, il fait un super taf, on l'a vu dans Sinners aussi, il était super, mais j'ai été moins surpris par le côté punk en revoyant le film, parce qu'en fait tout le film est très punk au final, tout le film est très rock'n'roll, et le film, c'est marrant parce qu'en revoyant et me renseignant sur le film, la BO a été faite par les gens qui ont fait Trainspotting 2, et c'est qu'il y a une vibe Trainspotting, rock, punk, voilà, nord du Royaume-Uni dans le film, que j'ai beaucoup aimé, chose qui est complètement différente du premier film, du deuxième, et là c'est unique au troisième, et j'ai adoré ça parce qu'en fait c'est une plongée dans la culture britannique plus que les précédents films. Il y a le côté sectaire, appartenance à un groupe, le côté religieux, il a la chaîne en or, hein, c'est l'enfant au début, il y a des gens qui n'ont pas
compris que j'ai compris que c'était l'enfant du début, mais je pensais que c'était clair dans ma critique. Mais oui, c'est évident que c'est l'enfant du début, hein, ça je pense l'avoir dit, mais il y avait des commentaires qui disaient que j'avais pas compris ça. J'avais compris ça, pour le coup j'ai peut-être mal exprimé, j'en sais rien, mais non, ça c'était évident. J'avais pas vu les tags hein, pour le coup dans le film, parce que c'est un gros film où il y a beaucoup de détails, hein, mine de rien, soyons honnêtes, donc c'était bien de le revoir, j'ai ressenti de meilleures choses en le revoyant, et j'ai vu plus de détails aussi, donc j'aime bien parce que c'est ça, c'est un mec qui est complètement fou, qui torture des gens, qui attaque des maisons, le côté rebelle, ouais, ils ont pas d'armes à distance, eux ils attaquent les zombies, ils les torturent aussi les zombies, ils passent même un bon moment à tuer des zombies, ce qui est assez particulier, ils sont un peu sadiques, ils sont anarchistes, ils sont dans une ambiance complètement différente, nouvelle, et j'ai lu une interview de Danny Boyle qui disait que le premier film était sur la famille, et que le deuxième film, du coup Bound Temple qui sortira en janvier, et sur l'origine du mal. Et ça sera ça l'origine du mal, je le pense réellement. Ils seront pas du tout bons, ils seront même fondamentalement méchants de manière générale, chose qu'on n'a pas vraiment vue, je trouve, dans l'univers pour l'instant. On verra hein, quelle approche ils vont avoir. C'est aussi intéressant qu'il a le même prénom que le personnage de Cillian Murphy dans le premier film. Il s'appelle Jimmy, Jimmy Crystal, d'après le générique de fin. Mais moi, ce que j'ai découvert pour le coup cette semaine qui était hyper intéressant, chose que nous, en tant que non-britanniques, on ne peut pas forcément comprendre, c'est que là, leurs vêtements sont super importants. J'ai vu quelqu'un en parler sur les réseaux et je me suis renseigné. Mais en gros, ils sont habillés comme une star de télé à l'époque, de musique de manière générale, qui s'appelle Jimmy Savile. Je vais pas vous montrer de photos de Jimmy Savile parce que j'ai peur que YouTube me démonétise cette vidéo, mais en gros, Jimmy Savile s'habillait comme ça. Jimmy Savile, c'était une personnalité britannique qui était hyper connue à la télé de manière générale, qui était adorée, mais après sa mort, il y a une quinzaine d'années ou dizaine d'années si je dis pas de bêtises, après sa mort, on a découvert que c'était un pédocriminel avec des centaines, je dis bien des centaines, 450 même, crimes. C'était l'une des personnalités publiques les plus appréciées au Royaume-Uni et c'est avéré être, après sa mort, on l'a découvert, hein, un énorme pédocriminel. Mais horrible, révélation qui a apparemment secoué le pays. Moi, peut-être on avait entendu parler un peu à l'époque, mais ça m'a pas marqué et j'ai pas fait le lien parce que j'ai pas grandi dans la culture britannique. Tu vois, je vais pas reconnaître le costume de ce mec-là parce que voilà, j'ai jamais vu ce mec en réalité à la télé ou dans des œuvres de manière générale. Mais Jimmy Savile, c'était ça. C'était un mec adoré qui était au fait un énorme pédophile, un énorme criminel. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça crée plusieurs choses. Ça a parlé du côté positif et néfaste du Royaume-Uni. Et c'est intéressant parce qu'eux sont pas au courant du coup que Jimmy Savile est un énorme pédocriminel. Parce que si on prend la timeline de l'œuvre, on est en 2002-2001 quand le virus débute et contamine le Royaume-Uni. Donc pour eux, c'est encore une personnalité publique. Mais pour beaucoup de Britanniques, c'était ça aussi. C'est une personnalité publique jusqu'à sa mort. Et après, on découvre ça. Donc là, on découvre des mecs un peu punk, rock, stylés, mais on sait pas s'ils seront des pédocriminels. Mais au fait, c'est ça, c'est qu'ils seront mauvais. Ils ont un truc un peu cool, stylé comme ça, mais ils seront fondamentalement mauvais. Et je pense que c'est un message sur le Royaume-Uni, c'est un message sur le monde de manière générale, c'est que parfois tu peux être habillé comme ça, avoir l'air un peu cool, punk et tout, mais au fait, derrière ce côté, cette image que tu te donnes, c'est pas le côté punk, hein, je dis pas que les punks sont des pédophiles, hein, c'est juste que l'image que tu te donnes est complètement différente de la personne que tu es réellement. Donc c'est ça qui va être intéressant, je pense, avec le prochain film, c'est qu'ils ont pris ce cosplay-là d'un pédocriminel pour une raison très précise, pour la critique du Royaume-Uni, un mec qui était adoré, qui au fait est un pédophile, la critique du mal de manière générale, de la religion, du côté sectaire, ça va être fascinant, je trouve, et le fait d'apprendre ça, donc j'espère que vous apprenez ça aussi, c'est cool, va vraiment changer la dynamique et l'idée qu'on va se faire du prochain film, et ça me hype encore plus. Et ça, c'est le genre de truc, si j'étais pas tombé dessus sur internet, je m'étais pas renseigné, j'aurais jamais compris, j'aurais jamais vu, et je trouve que ça change fondamentalement le film, ça change fondamentalement la fin, parce que moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah cool, ok, j'imagine qu'ils vont être méchants, parce que là, la religion a jamais été beaucoup respectée dans la saga, il y a un délire de secte qui a jamais été bien, ils sont sadiques et ça se ressent depuis le début, mais le fait de faire un lien à un pédophile notoire britannique, c'est encore plus fort et encore plus intéressant. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à ces films-là, c'est qu'il y a 3 films qui sont tous fondamentalement différents. Et oui, ça m'a surpris au premier visionnage parce que je savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, au retour de Danny Boyle et tout, on va se retrouver dans l'ambiance du premier film et tout. Mais en fait, moi maintenant, je vois cette saga comme la saga Alien, un peu. Genre, oui, les films sont un peu imparfaits. Oui, le deuxième est un peu moins bien, ok. Le premier est vraiment solide à lancer quelque chose de bien. Le troisième film ici serait un peu comme Aliens, disons, un film un peu différent, mais toujours aussi bien, voire meilleur que le premier. Maintenant, plus j'y pense, plus je l'apprécie par rapport au premier, ou voilà, c'est au même niveau, peu importe. Mais en gros, c'est comme Alien, je pense qu'on va se taper 5 films, ou 5 s'ils se font, hein, si le film a du succès. 5 films
qui vont être fondamentalement différents. Et c'est ça qu'on va apprécier. On va dire, ok, la saga a pas été une saga qui a fait dans la facilité. C'est une saga qui a essayé d'innover, de changer, de se différencier à chaque fois. Et je pense que dans quelques années, dans 3-4 ans, quand la saga sera conclue, on va se dire, ouais, c'est une sacrée bonne saga, intelligente, imparfaite peut-être, on verra lorsque les prochains films sortiront, mais qui a tenté un truc, qui a tenté chaque film d'être complètement différent, qui a tenté une approche nouvelle, forte. Et Danny Boyle parlait justement de ces gens-là comme Orange Mécanique. Vous savez, le film de Stanley Kubrick, et je vois la vibe. Je vois ce qu'il veut dire, et je pense que ça va être fascinant. Surtout quand on sait que dans Orange Mécanique, c'est des violeurs. C'est fascinant. Et c'est des anarchistes aussi dans Orange Mécanique, un petit peu. Donc, j'ai hâte de voir ça, et je suis très content que la saga prenne cette direction de se dire, ouais, on va à chaque fois raconter une histoire différente, nouvelle, on va pas faire dans la facilité, quitte à perdre des spectateurs. Il y a plein de gens qui étaient déçus du film, hein, pour le coup, parce que c'était tellement différent, tellement nouveau, le côté punk qu'ils ont pas du tout aimé. Mais je pense que si vous le revoyez, si vous comprenez ce que le film raconte, vous allez beaucoup plus aimer. Voilà, je vais pas répéter tout ce que je dis dans ma critique, il y a plein de critiques positives que j'ai faites. Mais bon, j'ai pas beaucoup évoqué l'idée du patriarcat, évidemment. Voilà, le fait que Samson, du coup, l'infecté principal alpha, avec son gros pénis à l'air en mode bodybuildé et tout, il y a toujours ce côté phallique où il frappe des gens et on voit souvent son pénis. Bon, c'est le patriarcat. Il y a un truc qui était intéressant dans la critique de Merej, il disait que maintenant, dans les films, on fait plus des fellations, on fait des cunis, parce que maintenant, c'est l'homme qui sert la femme. Et je trouve ça fort parce qu'au fait, pour moi, c'est pas spécialement le cas. Alors oui, on fait plus de cunis dans les œuvres parce que c'est plus esthétique de faire un cuni, je trouve, à l'image qu'une fellation. Mais surtout, le fait que sur le personnage Aaron Taylor Johnson qui fasse ce cuni, c'est pas un truc par rapport au patriarcat forcément, c'est un truc par rapport au fait que c'est lui qui trompe. C'est pas lui, entre guillemets, qui reçoit cette fellation, donc il est plus passif. Là, c'est lui qui est actif, qui va volontairement tromper de une. Et surtout, au fait, un cuni par rapport à une fellation, ça ressemble plus au fait de manger quelqu'un comme un infecté. Alors peut-être c'est la suranalyse que je fais là, mais je vais pas vous faire un dessin ou vous faire le geste. Mais un cuni, ça ressemble plus à quelque chose que ferait un infecté par rapport à la chair humaine, si vous voyez ce que je veux dire. Ne jugez pas mes pratiques sexuelles, c'est une blague évidemment, c'est ce que je viens de dire, mais vous comprenez l'idée, c'est que voilà, c'est plus marquant en termes de visuel. Et bon, Merej surtout avait dit que c'était woke et c'était un point négatif. Non, bah, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est intéressant parce que la saga a toujours critiqué le patriarcat, a toujours critiqué les formes phalliques, on l'a vu dans cette vidéo. C'est intéressant, c'est l'ADN de la saga, c'est pas négatif. Alex Garland le fait depuis des années avec Men, il l'a fait avec Civil War un petit peu, il a fait avec Annihilation aussi, il a fait avec Ex Machina. Il a toujours été un peu critique du patriarcat et c'est une bonne chose d'être critique du patriarcat. Le patriarcat, c'est objectivement quelque chose de négatif, soyons d'accord par rapport à ça. Mais c'est intéressant que le film ait cette approche-là, j'en avais pas beaucoup parlé. Et j'ai aussi revu un truc à la hausse dans le film, c'est Eric. Son personnage, j'ai trouvé qu'il gâchait un peu le film, qu'il crée une ambiance un peu particulière, mauvaise. Mais en revoyant le film, bah, c'est passé beaucoup mieux forcément, parce qu'il y a 3 parties distinctes au film, comme j'ai dit dans ma critique. Mais là, c'est complètement différent. Et j'ai beaucoup aimé, au final, Eric. Premièrement, c'est le symbole du téléphone. Eric a un téléphone, a un iPhone, et ça devient une sorte de brique. Il le dit lui-même, ça sert à rien. Et c'est un beau parallèle qui est fait entre le téléphone dans le film et le fait que le film est filmé avec un iPhone. Je trouve ça intéressant parce que du coup, tu as un iPhone qui sert littéralement à rien et tout le film est filmé du point de vue d'un truc que pourraient avoir les gens, c'est-à-dire un iPhone. C'est pour ça Danny Boyle, d'ailleurs, j'ai vérifié, Danny Boyle a dit ça. À l'époque, les gens pouvaient filmer avec du DV, maintenant les gens peuvent filmer avec des iPhones. C'est pour ça qu'il a décidé de filmer son film avec des iPhones. Et je trouve ça vraiment intéressant comme approche. Encore une fois, vous pouvez aller voir ma critique pour savoir pourquoi et comment ça a été filmé avec un iPhone. Et j'aime bien le comportement de Colon, mais vraiment c'est ça, hein, de Colon méprisant, méchant, alors qu'en théorie, si on veut être un peu caricatural, c'est lui qui devrait être civilisé et gentil. C'est-à-dire que lui, il est dans une société où il a internet, un téléphone, il se fait livrer des trucs, il aurait dû être livreur, c'est ce qu'il dit. C'est lui qui devrait être gentil, sympa. Mais vu que d'après lui, il arrive dans une sorte de civilisation inférieure, infectée de quarantaine avec des sous-hommes et littéralement des infectés, donc des sortes de sous-humains, il est hyper colonial, hyper méprisant, xénophobe et encore une fois, bah, l'interventionnisme, alors pas américain cette fois-ci, mais suédois, mais voilà, c'est la critique des militaires qui arrivent dans un pays et qui ne respectent pas les civils. Il se sent supérieur, il pense qu'il est meilleur qu'eux et ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Il y a le parallèle aussi avec sa copine qui est complètement botoxée, qui est très drôle parce que c'est la critique de la société de consommation. Genre, tu vois, eux, ils essaient de survivre et elle est botoxée. Et le Spike, il juge pas, tu vois, il rigole un petit peu, mais il comprend pas. Tu vois, il se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il a mangé trop de fruits de mer, il dit. Donc, il y a un truc qui est hyper intéressant, le décalage de Spike qui vit dans un monde de violence extrême, de brutalité extrême. Il est trop mignon, trop sympa. Lui, qui vit dans un monde civilisé avec des livreurs Uber Eats, entre guillemets, lui, c'est un énorme connard. Et j'ai beaucoup aimé ce parallèle. Et au final, j'ai trouvé la scène. Alors, oui, la scène militaire, je maintiens qu'elle est pas très intéressante. Vous êtes dans le tunnel et tout avec Samson. Je trouve qu'il est un peu, voilà, facile et pas ouf. En termes de mise en scène et tout, on dirait vraiment que c'est du Alex Garland plus qu'autre chose, plus que du Danny Boyle. Ils l'ont un peu rushé. Mais toute la discussion avec Eric, au deuxième visionnage, bah, il passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intéressant. Tu te concentres beaucoup plus sur autre chose. Ça change la dynamique de l'œuvre et c'est super bien fait. Et en vrai, ouais, j'ai bien aimé le personnage d'Eric, ce qu'il apporte à l'œuvre au final.
génial et j'ai bien aimé le côté idéologique par rapport à ça. Et ce qui est hyper intéressant par rapport à ce personnage et par rapport à l'œuvre de manière générale, c'est que l'œuvre, et je l'avais pas beaucoup cité, mais est super pro-coopération. Je veux dire, littéralement, là, le film critique le Brexit. Évidemment, on a ce cordon ombilical, hein. J'ai vu des commentaires en parler, c'est vrai qu'il y a un vrai lien entre le cordon ombilical de l'île et le mainland, ils appellent ça comme ça, et le cordon ombilical, évidemment, du personnage de Jodie Comer, hein, par la suite dans le film, qui le découpe justement, une sorte de liberté. Elle découpe le cordon du bébé, et ensuite elle meurt, et en même temps, bah, ça découpe aussi le cordon avec Spike, et bref, l'île. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Danny Boyle, ça a toujours été ça. C'est un mec qui est ultra progressiste, ultra woke, tout ça. Donc pour lui, le Brexit, c'est une catastrophe, forcément, et il pense que les pays devraient s'entraider plutôt que se cracher dessus, être méprisants, se coloniser. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui parle de ça, qui parle de la division du monde aussi. Et quand tu laisses le monde divisé et les pays seuls, bah, il se passe ça. Alors pas une invasion zombie, mais vous comprenez l'allégorie, quoi. C'est ça, c'est la fin du monde en réalité. Il faut que les pays s'entraident. Et c'est un film qui parle vraiment de ça. Si vous laissez tomber les autres pays, c'est la merde. Il faut s'entraider, il faut collaborer. Et c'est ça le vrai souci, c'est que le Brexit a rendu beaucoup plus seul le Royaume-Uni. Et Danny Boyle, il aime pas du tout ça. Et c'est cool qu'il y ait eu cette idée-là avec Alex Garland, évidemment, de se dire, ok, comment on peut parler de ça dans un film de zombies. Et l'idée de la quarantaine, du colon Eric et tout, c'est super en réalité. Et j'aime bien le fait qu'ils aient pris du coup un Suédois, parce que tu dis, au fait, il y a un Suédois, tu sais, ils sont vus comme gentils et tout. C'est cool que de dire que le mépris vient de tout le monde, peu importe le pays et tout. Donc en vrai, c'était une super idée. C'était génial. J'ai pas beaucoup parlé de la nature de manière générale, mais l'homme s'oppose beaucoup à la nature. Alors, la nature sont devenus les infectés, parce que maintenant les infectés chassent comme des animaux, ils chassent les humains aussi, mais la nature, on voit évidemment, c'est des biches, je crois, qui courent en meute, mais d'énormes meutes comme des forces de la nature, comme un ouragan presque qui vient détruire des maisons, qui force les gens à changer de maison, qui force les gens à bouger de manière générale. Donc j'ai bien aimé l'apport à la nature, comment il faut la respecter, et le seul qui respecte la nature en réalité, c'est le personnage de Ralph Fiennes. Oui, j'avais dit Ralph, mais c'est Ralph, on dit Ralph Fiennes, qui lui respecte la nature et il respecte les infectés. Il voit pas les infectés comme des atrocités, comme beaucoup le verraient, qu'on doit assassiner, massacrer, tuer. Non, lui, il préfère les laisser vivre. Il préfère endormir les infectés parce qu'en fait, il considère déjà la mort comme une partie importante de la vie. Memento Mori, ils en parlent souvent, mais surtout, il considère les infectés comme de la nature. Il y a d'autres animaux qui sont pas forcément massacrés. Donc, il y a un vrai lien entre la nature, l'homme et le fait de l'accepter. Et les gens qui respectent la nature, ils survivent plus longtemps, ils ont une bonne vie et ces choses-là. Et j'ai trouvé ça vraiment bien trouvé, vraiment cool. Et je trouvais ça bien et touchant de manière générale, le lien à la nature, aux infectés, aux humains. Il y a un débat dans les commentaires la dernière fois par rapport au père. Donc, est-ce que Aaron Taylor Johnson est un bon père ou pas? Moi, je pense qu'il est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il laisse survivre au début du film, vous savez, l'enfant contaminé qui est lent parce que c'est un enfant. Il a un instinct paternel, mine de rien. Oui, il a trompé sa femme. Oui, il en pouvait plus. Il était au bout de tout ça. Et on sent peut-être qu'il n'est pas fondamentalement méchant ou mauvais. Il a de bonnes intentions, mais il échoue en tant que père. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est fort, c'est que lui, avec son instinct paternel, va sauver des enfants, mais aussi la mère. La mère va aussi sauver des enfants alors qu'elle est confuse. Mais même dans sa confusion, elle va garder son instinct maternel et ça va la sauver de sa maladie pendant quelques secondes. Le fait de sauver une infectée, de sauver un enfant, son instinct maternel est plus fort que la maladie. Et je trouve ça fort, touchant et beau de manière générale. Alors, il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé cette séquence parce qu'ils trouvent irréaliste. C'est un film, hein, voilà, c'est une séquence stylée. C'est un film d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est une station essence Shell, mais le S est tombé. Et du coup, ça fait Hell. Voilà, c'est les enfers. J'aime bien aussi parce que j'avais dit dans ma critique, j'étais un peu déçu de l'ambiance musicale. En revoyant le film, au contraire, et en me renseignant un peu sur les compositeurs, donc les compositeurs de Trainspotting 2 par exemple, l'ambiance musicale est vraiment réussie parce que ça fait penser à Trainspotting. C'est pas John Murphy, hein, du coup, à la composition, mais elle est différente. Et j'ai pu me concentrer lors de mon deuxième visionnage beaucoup plus sur cette ambiance musicale et je l'ai adoré. Au final, je trouve qu'il est différente. Elle est nouvelle, surtout la séquence de fin avec le Memento Mori, la mort, le sacrifice de la mère de manière générale. J'ai trouvé ça hyper touchant, hyper beau. La musique était super et mine de rien, j'avais dit qu'on n'entend pas le thème principal de l'œuvre, mais en fait, si, à la toute fin, c'est le thème principal de l'œuvre, mais voilà, jouer différemment. C'est le thème de 28 ans plus tard, de la saga, mais jouer avec quelques petites différences, mais c'est la même chose. Donc oui, il y a le thème principal de la saga plus ou moins à la fin, et j'aime beaucoup la fin aussi parce que lorsque le fils va mettre le crâne de sa mère sur cet énorme monument, on dirait, et les gens l'ont dit dans les commentaires aussi, on dirait un sapin de Noël. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un peu ça, un sapin de Noël, tu mets le truc tout au sommet, il y a un truc religieux par rapport à ça, beau, de communion entre une famille. Donc là, c'est un moment de communion entre un fils et sa mère pour une dernière fois. Et oui, ça fait un peu sapin de Noël. Et je trouve ça assez bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'en fait, la fin, elle est complètement différente des attentes des gens. Littéralement, la fin, c'est pas une fin d'action.
Normalement, dans un film de zombies, d'infectés, on aurait dû finir avec une scène d'action parce que tu dis, ok, c'est un film d'action. Non, la fin, genre les 30 dernières minutes du film, c'est littéralement la fin de vie d'une mère qui accepte de mourir. D'ailleurs, elle hoche la tête à un moment, c'est super touchant, c'est hyper bien joué parce qu'elle est hyper confuse, mais dans ce moment-là, elle est pas confuse du tout. Ça marche super bien, c'est beau, c'est fort. Et le fait de finir un film comme ça, en mode émotion pendant hyper longtemps, pendant une demi-heure, avec une belle musique, un bon jeu des acteurs. Enfin voilà, l'acteur principal est génial, Ray Fiennes est génial, Jodie Comer sont formidables, ils sont tous formidables dans l'œuvre. Je trouve que c'est osé, je trouve que c'est fort, et c'est peut-être ça qui déstabilise les gens, c'est qu'en fait, finir sur l'émotion, la famille, c'est une grande réussite d'après moi de l'œuvre. Et c'est ça qui est touchant et qui fonctionne. Et j'ai été plus ému et plus touché la deuxième fois que j'ai vu le film par rapport à cette séquence parce que ça prend son temps. Tu sais pas dans quelle direction ça va aller la première fois, mais là, quand tu sais, c'est hyper beau, c'est hyper touchant, c'est hyper réussi. Donc j'ai adoré. J'ai adoré la deuxième fois que j'ai vu le film. J'ai adoré revoir le film comme ça. J'ai trouvé ça hyper touchant de manière générale et vraiment une grande réussite pour Danny Boyle. Pour moi, clairement, il rentre dans cette liste des meilleurs films de l'année pour l'instant. Le revoir m'a vraiment aidé à l'apprécier encore plus. J'avais bien aimé, beaucoup aimé la première fois, mais là, en le revoyant, j'ai adoré. J'ai vu encore plus de trucs. Je trouve que Danny Boyle, Garland, ils ont réussi un truc assez unique, assez génial. Donc c'est fou de réussir à refaire une suite comme ça des années après. C'est l'une des meilleures suites de Legacy Sequel, je pense. Je la mets même au niveau d'un Top Gun Maverick, honnêtement, à ce stade. C'est absolument génial. J'ai adoré, vraiment. Donc si vous n'avez pas aimé, franchement, redonnez une chance au film. Peut-être vous allez plus apprécier, plus adorer l'œuvre. Moi, c'était mon cas. Donc je ne peux que vous conseiller de revoir ce film. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur le film, allez voir ma critique que j'ai sortie parce que j'en parle plus longtemps. Mais c'est un super moment. J'ai adoré et j'ai hâte de le revoir un jour, de le racheter en Blu-ray. Non, franchement, c'était trop bien et je suis content que ce soit un succès comme ça d'un point de vue qualitatif et j'espère que ce sera un succès au box-office parce qu'on mérite que des bons films comme ça réussissent au box-office. Je comprends pourquoi ça divise, mais quand vous allez le revoir, je pense que ça va beaucoup moins diviser et avec le temps, les gens vont se dire ouais, c'est vraiment bien et c'est une vraie pépite pour le coup. Pour conclure sur la saga et vous donner aussi mon classement, je pense que c'est une saga hyper intéressante, imparfaite, surtout avec le 28 semaines plus tard qui fait un peu tasse, surtout que maintenant tu sais que 28 jours et 28 ans, c'est le même combo de créatifs derrière, Boyle, Garland et le chef-op. Évidemment, ça fait un peu bizarre, mais il reste, je pense, un bon film. Mais ça va être surtout une saga qui va être étrange parce que oui, ce sera plusieurs réals différents. Je veux dire, le prochain film, c'est Nia DaCosta qui réalise. C'est pas du tout Danny Boyle pour le coup. Je sais même pas si c'est Alex Garland qui scénarise. Donc ça va être intéressant de voir comment Bon Temple va exister, ce que ça va donner, à quel niveau de qualité il va se trouver. Mais en tout cas, vu que je pense Bon Temple sera complètement différent de semaine, jour et an, je pense qu'on va se régaler. Je pense que ça sera l'une de ces sagas-là. On aura le coffret Blu-ray dans quelques années avec les 5 films. On va dire, putain, quelle saga. Chaque film est différent, chaque film est inventif, chaque film est fait des choses nouvelles, une vraie originalité, c'est hyper bien réalisé. Il y a pas mal de trucs qui sont cool. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut être vraiment bien. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut être mortel. J'ai hâte de voir le Bon Temple. J'ai hâte de voir le 3e avec Cillian Murphy qui sera de retour. Et j'ai hâte de voir tout ça. Je pense que la saga va vraiment marquer. Tout dépend du prochain et de celui d'après, évidemment. Mais on est dans une direction qui, d'après moi, peut rendre un truc assez unique dans l'histoire du cinéma pour ce genre de saga. Je pense que ça va être vraiment fort. Donc j'ai hâte de voir la suite. J'adore cette saga. Je trouve qu'elle est super. Je trouve qu'elle est hyper divertissante. Je trouve qu'elle a plein d'idées. Je trouve qu'elle raconte beaucoup de choses. Donc non, c'est bien. Il n'y a rien à dire. C'est bien. C'est une super saga. Oui, 28 semaines plus tard. Et d'après moi, le moins bon. Mais il reste un bon film. Je dirais vraiment qu'ensuite, je mettrai le 28 ans plus tard. Mais honnêtement, aujourd'hui, pour moi, les deux premiers là, c'est la même chose. Les mêmes niveaux de qualité. C'est complètement différent. C'est dur même de les comparer. T'as l'impression. C'est deux belles œuvres qui sont superbes, qui sont géniales. Rien à dire. C'est des pépites. Donc honnêtement, j'adore ces films. Allez les voir si vous les avez pas vus. Foncez en salle voir celui-ci. Retournez-y pour ceux qui n'ont pas vu une deuxième fois 28 ans plus tard et qui sont un peu déçus. Je pense que la deuxième fois, vous allez encore plus apprécier ces films. C'était mon cas pour le coup. Donc je ne peux que vous conseiller la saga. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avez-vous adoré, détesté? Donnez-moi votre avis. Je suis très curieux. J'espère que ce genre de vidéo plus longue vous plaît, vous intéresse parce que j'en sortirai encore plus. Merci à tous. Pensez encore une fois à me laisser votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu, Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.